Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue pour une toute nouvelle vidéoconférence sur la chaîne du forum. Paris, Bruxelles, Londres ou encore qu'Ankara, le terrorisme islamiste s'illustre dans plusieurs pays par l'ascension du fondamentalisme, en particulier chez les jeunes à travers le monde. Alors dans cette vidéoconférence, il sera question de savoir et de comprendre la différence entre l'islam et l'islamisme, quels sont les outils qui régissent justement l'antiterrorisme en Suisse et en France, et qui sont les frères musulmans. Alors pour parler de ce thème, j'ai donc invité le docteur Alexandre Delval. Alexandre Delval qui est géopolitologue et spécialiste du monde arabo-musulman, docteur en histoire contemporaine, professeur associé à l'IPAGE, directeur du Multipolar World Institute de Bruxelles. Il est également chroniqueur et auteur de nombreux articles et ouvrages de relations internationales et géopolitiques. Il s'intéresse principalement à l'islamisme, au terrorisme islamiste, aux relations entre l'Europe et la Turquie. Alexandre Delval a été chroniqueur pour plusieurs journaux comme La Nouvelle Liberté à Marseille, Le Figaro, Israël Magazine et François. Aujourd'hui, il écrit régulièrement pour Atlantico, Le Figaro et Valeurs Actuelles. Alexandre Delval participe régulièrement à des émissions de télévision et de radio en France avec Thierry Ardisson, Morandini, Cyril Hanouna, André Berkoff et bien d'autres. Mon deuxième invité sera le docteur Alexandre Vautravers. Alexandre Vautravers qui est expert en questions de sécurité internationale et historien. Ses domaines de recherche et de publication sont les relations internationales et les questions de sécurité, l'évolution des conflits armés, l'évolution de la technologie et de l'industrie d'armement, ainsi que les questions humanitaires. Alexandre Vautravers enseigne les relations internationales à Genève depuis 2006, après avoir enseigné dans plusieurs universités à Accra, Beijing, Londres, Oxford ou encore Téhéran. Le docteur Vautravers est également chargé de mission aux questions stratégiques au sein du département de la santé et de la sécurité de la République et du canton de Genève. Colonel d'état-major général, il est également directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire à Puy. Alors évidemment, le docteur Alexandre Vautravers ne s'exprime pas au nom de l'État de Genève ni au nom de l'armée suisse, mais bien en tant qu'historien. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la montée du fondamentalisme islamiste en Europe et dans le monde est-il si important? Sans plus attendre, je vous propose que l'on en parle maintenant. Bonsoir messieurs. Alors en ma qualité de président du forum, je vous souhaite une cordiale bienvenue pour cette vidéoconférence. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur la chaîne du forum pour parler du terrorisme et du fondamentalisme islamiste. Alors peut-être juste avant de commencer cette vidéoconférence, je tenais à préciser à nos auditeurs que nous allons parler de l'islamisme et non des musulmans de bonne foi qui pratiquent leur religion. Alors justement, Alexandre Delval, vous qui êtes géopolitologue, spécialiste du monde arabo-musulman, pouvez-vous nous expliquer la différence entre l'islam et l'islamisme? Eh bien, en fait, la différence entre l'islam et l'islamisme, elle est à la fois simple et compliquée. Ceux qui disent que l'islamisme, c'est l'islam, se trompent, mais ceux qui disent que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam se trompent aussi. En fait, la vérité est entre les deux, in medio stat virtus, disaient les anciens, et on peut dire que l'islamisme, si on le définit comme islamisme politique ou islamisme radical, dans ce cas, le isme de l'islam devient quelque chose qui connote en fait un extrémisme. Attention, je dis si parce que dans d'autres pays, moi ça m'est arrivé en Italie un jour d'être qualifié d'islamiste. Alors je pose la question, tiens, je suis étonné d'être un islamiste. En Italie, islamiste, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça voulait dire celui qui étudie l'islam. Vous voyez, donc suivant les pays, mais en tout cas en France, à cause ou grâce à mon maître en islamologie qui s'appelait Bruno Etienne, qui était un grand politologue en même temps islamologue, Bruno Etienne avait écrit dans les années 80 un livre, L'islamisme radical, dans lequel il définissait l'islamisme, qui jadis voulait juste dire l'islam, il définissait l'islamisme avec le mot radical comme la tendance de ceux qui ont une vision extrémiste, à la fois très orthodoxe et politique de l'islam. Depuis, par fainéantise, les journalistes ont réduit à islamisme tout court, ce qui prête à confusion, effectivement, pour certains, parce que l'islamisme n'a pas toujours été connoté comme cela, mais c'est une convention. Dans les milieux francophones, et de plus en plus, même aux États-Unis et en Italie ou ailleurs, le mot islamisme commence à être synonyme d'islamisme radical. Voilà, donc pour vous répondre, si l'islamisme veut dire la partie politique et extrémiste du monde musulman ou de la religion musulmane, eh bien c'est une maladie de l'islam, mais ce n'est pas extérieur à l'islam, c'est une maladie au sens une radicalisation extrémiste, politisante, et cet islamisme, il se distingue de l'islam éclairé. Moi je ferais plutôt la différence entre islam politique, synonyme d'islamisme,
et islam éclairé ou islam des Lumières, qui lui est à l'opposé à une vision spirituelle, privée, pacifique, non politique et non violente. Mais ceux qui disent que l'islam serait l'antithèse de l'islamisme, malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai, car dans l'islam officiel aujourd'hui, il y a toutes les sources théologiques auxquelles s'abreuvent les islamistes, le meilleur exemple étant l'Arabie saoudite qui tient les lieux saints et qui donne le ton sur beaucoup de choses, ou les frères musulmans qui ont depuis très longtemps infiltré la plus grande université du monde sunnite, El-Azhar, ou alors l'ISESCO, l'UNESCO des musulmans, qui s'appuie totalement sur les idées des frères musulmans. On voit bien que entre l'islam mondial orthodoxe, ceux qui produisent un islam orthodoxe officiel, et les islamistes non djihadistes, l'islam politique, la nuance est extrêmement mince. Il y a des rivalités, mais théologiquement, on est pratiquement sur la même ligne. D'où le fait que mon maître, Bruno Etienne, bien qu'étant islamophile, il disait l'islam orthodoxe non réformé, cet islam dont les textes canoniques sont toujours restés sacralisés, et bien, il est la source de l'islamisme. Donc c'est très compliqué de devoir dire que l'islamisme a comme source l'islam orthodoxe, sans avoir l'air de confondre les deux. C'est pour ça que moi, j'oppose pas islam à islamisme, j'oppose islam politique, synonyme d'islamisme, à islam modéré ou islam réformiste, c'est-à-dire ça veut dire que l'islam, pour être modéré, et là je conclus cette question, pour être modéré, l'islam est condamné à mettre à l'index une partie de son corpus orthodoxe. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Alors, c'est vrai que nous avons tous en tête les attaques du Bataclan, Charlie Hebdo, Nice. Alexandre Delval, quels sont maintenant en France les outils de l'antiterrorisme, ses dispositions et selon vous, quelles sont ses forces et ses faiblesses? Alors, les outils de l'antiterrorisme, je suis sûr qu'Alexandre Vautreterre sera plus compétent que moi sur ces sujets-là, mais pour ce qui concerne la France, que je connais un peu, on a des outils extraordinaires. On a des services de renseignement extrêmement compétents, extrêmement informés, tant les services de police que dans les milieux militaires, que dans les milieux même judiciaires, on a de quoi avoir pratiquement tout sur tout le monde. Et en gros, on a les outils. Mais pour des raisons qui finalement ne sont pas des raisons techniques ou de capacité humaine, ou de ministère ou de fonctionnaires, pour des raisons de coût, premièrement. Donc, je vais vous donner un exemple. Pour surveiller quelqu'un dont on sait qu'il est radicalisé, en France, un haut fonctionnaire de la police me disait qu'il lui faut figurez-vous, entre 14 et 18 personnes pour surveiller un radicalisé qui peut être dangereux, pour être certain qu'il soit surveillé en permanence, 24 heures sur 24. Il ne faut pas un fonctionnaire, il en faut entre 14 et 18. Et on n'a même pas l'équivalent de, si on devait tous les suivre, tous ceux qui ont été relâchés, qui sont connus, qui n'ont pas encore été attrapés, mais qui sont quand même connus pour radicaux, ceux qui risquent de récidiver, qui ont fini leur peine, ceux qui reviennent de Syrie, qui sont surveillés, etc. Tous ces gens, il nous faut à peu près 10 fois plus de fonctionnaires pour les surveiller. Donc, manque d'argent, manque de fonctionnaires, pas manque d'outils, manque de moyens, en fait, tout simplement. Deuxième obstacle, parce qu'on a les outils, eh bien, c'est un obstacle judiciaire qui est extrêmement difficile à gérer dans nos démocraties qui, de plus en plus, ont une lecture anti-souverainiste et une lecture qui favorise une interprétation assez abstraite du droit. Aujourd'hui, ce n'est pas la loi qui compte le plus. On a une loi, par exemple, qui permet d'expulser, de retirer quelqu'un sa nationalité, qui permet de renvoyer dans son pays un mineur non accompagné qui en fait est un faux mineur, etc. Mais on a des instances de protectrices des droits de l'homme, des ONG qui interviennent pour demander à ce que la Cour constitutionnelle révise, dise que telle loi est attentatoire aux libertés, etc. Bref, un exemple, on ne peut pas obliger un mineur non accompagné jugé dangereux qu'on voudrait expulser, on ne peut pas l'obliger à mettre le pouce sur un système d'empreinte digitale. On ne peut pas l'obliger. On l'invite, mais on ne peut pas le contraindre.
Et donc, on ne peut pas expulser les mineurs non accompagnés qui ne veulent pas tamponner leur empreinte digitale. C'est assez aberrant. Pareil pour l'histoire des recherches osseuses. On a les outils pour, grâce aux recherches sur les os, de savoir si un mineur non accompagné ment. Ça coûte 2,3 milliards par an en France, rien que les 60 000 mineurs non accompagnés, dont beaucoup alimentent la délinquance et d'autres sont des radicalisés potentiels ou reconnus. Vous voyez, rien que l'histoire des empreintes ou des recherches osseuses, c'est un véritable casse-tête parce que la loi française, au départ, permettrait de faire beaucoup de choses, ou alors l'exemple de retirer la nationalité des gens qui sont double nationalité, ils risquent pas d'être apatrides, ou des gens qui sont que étrangers. On pourrait normalement retirer la nationalité à tous les gens qui sont des radicaux susceptibles de passer à l'acte terroriste, mais le grand spécialiste du terrorisme en France, Jean-Marie Brizard, qui tient le Centre d'analyse du terrorisme, le CAT, disait lui-même, si on enlevait la nationalité française à tous ceux qui ont une double nationalité, donc qui peuvent pas devenir apatrides si on les prive de cette nationalité, et le droit le permet, et si on les renvoyait dans le pays d'origine dont ils ont la nationalité, on pourrait se débarrasser de 50% des radicalisés. C'est pas mal quand même. Eh bien, on ne peut pas le faire. Parce qu'il est très rare qu'on enlève la nationalité de quelqu'un, bien que le droit le permette, parce qu'il y a des interprétations des ONG, des juges, des instances médiatrices, protectrices des droits, etc., qui font qu'on a une lecture abstraite du droit qui se réfère plus aux droits de l'homme et à des instances internationales qui nous obligeraient à ceci ou à cela. Pareil pour les clandestins, par exemple. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'OSCE et le Conseil de l'Europe, soi-disant, et l'ONU nous obligeraient à dépénaliser l'aide à l'immigration clandestine. Le droit français, normalement, pénalise gravement le clandestin et celui qui l'aide à venir et celui qui l'aide à continuer à rester. Et bien aujourd'hui, on a dépénalisé tout cela. Vous imaginez, et je pourrais vous citer plein d'autres, donc le cas des empreintes, les os, la recherche osseuse pour l'âge, les expulsions de mineurs ou de personnes d'origine étrangère, le retrait de nationalité. On a plein d'obstacles à l'application du droit français originel qui n'a pas été aboli. Et on a aussi plein de techniques, de procédures qui ont été introduites dans les années 90, paradoxalement, par la droite, Chirac et Sarkozy. Par exemple, la question prioritaire de constitutionnalité permet aujourd'hui très facilement à une association immigrationniste, pro-clandestin, etc., d'invoquer le Conseil constitutionnel pour dire qu'une loi, que pourtant le peuple souverain a voté à travers ses législateurs, cette loi serait attentatoire au principe des droits de l'homme, qui est un principe extrêmement facile à interpréter de manière abstraite et de manière subjective. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai répondu. On a les outils, mais on manque de moyens financiers ou de volonté de mettre les moyens. Vous savez, nous, on est un État assistat, hein, on est un État d'assistanat, on est un des États avec la Belgique et la Suède qui assistent le plus. Et c'est sûr que tout ce qu'on met, rien que dans l'immigration clandestine, on est à peu près à 5 milliards par an minimum. L'Italie, c'est 4,7 milliards, presque pareil. Rien que si on ne traitait pas l'immigration clandestine qui coûte l'aide médicale d'État et tout ce qui est aide annexe, hein, 5 milliards, hein, on peut vérifier. Et l'immigration tout court coûte à peu près 17 milliards en France chaque année, mais rien que les 5 milliards qu'on pourrait facilement économiser, puisque l'immigration illégale, par définition, devrait être totalement impossible, interdite et reconduite aux frontières. Eh bien, c'est ça en moins pour le régalien, pour les agents qui pourraient être là pour surveiller. Donc aujourd'hui, on a un manque de volonté et de moyens financiers. On ne met pas dans les véritables fonctions d'un État qui sont au départ essentiellement des fonctions régaliennes. On met moins dans le régalien qui pourtant sont les premières fonctions d'un État et on met énormément dans le traitement social du chômage, dans l'aide aux politiques de la ville, dans ceci, cela, l'aide aux clandestins, l'aide aux migrants, illégaux ou pas légaux, et aussi tout ce que ça coûte d'emprisonner des gens. Ça coûte extrêmement cher qu'on pourrait avoir envoyé chez eux lorsqu'ils sont étrangers. Donc vous voyez, voilà, c'est un choix. La France n'a pas fait le choix du régalien, elle a fait le choix du social. D'accord, merci beaucoup Alexandre Delval. Alors il est vrai qu'en Suisse, hein, nous n'avons pas connu de situations similaires comme nos pays voisins. Hein. La politique est
quand même très différente, hein, de par du fait qu'on est un État fédéral, hein, constitué de 26 cantons, 26 constitutions. On l'a vu avec le Covid, c'était un tout petit peu compliqué ces derniers temps. Alors justement, Alexandre Beautravers, que dit la loi? Quels sont nos outils contre la lutte antiterroriste? Alors, je ne suis pas juriste, mais je répondrai à cette question. Peut-être ce qui a été dit tout à l'heure par Alexandre Delval, en particulier sur les mineurs non accompagnés. Vous allez pouvoir lire la presse de ces derniers jours et je pense des prochains jours parce que c'est période de Noël et donc on fait acte de contrition et donc ce sont des sujets évidemment qui font l'actualité dans cette saison de l'année et en particulier à Genève. Donc tout ce qui a été dit par Alexandre Delval sur la France, je peux tout à fait souscrire sur le plan suisse. Je peux juste me permettre d'ajouter un point, et je pense qu'Alexandre Delval n'y verra pas d'objection. Je pense qu'il y a un point supplémentaire à toutes les difficultés qui ont été énumérées, c'est que lorsqu'il s'agit de renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine, et vous savez que la Charte des Nations Unies exige que les États soient responsables de leurs ressortissants. Alors, c'est là que l'on se trouve, et je parle de la Suisse ici, mais la France est exactement dans ce cas-là aussi. Lorsque vous voulez renvoyer quelqu'un et que l'État de cette personne que vous expulsez ne veut pas l'accepter, eh bien, quelque part, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Vous ne pouvez pas expulser de force quelqu'un dans son pays d'origine, même s'il en a la nationalité, même si vous pouvez prouver et démontrer que cette personne aura une vie tout à fait normale, qui ne sera pas persécutée, il ne va pas finir en prison, en tout cas pas, disons, avec le passif ou les mois ou les années derrière. Et donc, ça, c'est une réelle complexité. Et je pense que la problématique de l'immigration, alors oui, en grande partie, les États européens sont responsables, des associations, un tissu associatif est responsable d'accentuer ce problème, d'aggraver ce problème en Europe centrale, ça c'est tout à fait vrai, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des responsabilités, en particulier en Afrique du Nord, puisque si vous regardez tous les pays d'Afrique du Nord, depuis l'Ouest jusqu'en Est, vous vous rendez compte qu'aucun de ces pays n'accepte de reprendre ses ressortissants. Et ça, c'est une situation qui naît sur le plan politique international, qui n'est pas acceptable. Et je sais que certains pays ont même brandi des menaces en disant que finalement, comme ce sont essentiellement des États ouest européens qui financent, qui subventionnent, qui soutiennent financièrement, pour ne pas parler de tout le reste, des ventes d'armes et de tout ce qui va avec. Mais comme ce sont essentiellement des États occidentaux qui soutiennent ces pays d'Afrique du Nord, alors la moindre des choses serait quand même d'avoir une relation, si j'ose dire, correcte en termes de convention internationale et d'accepter ces ressortissants. Alors pour la petite histoire, c'est assez intéressant de voir que notre ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a évoqué, il y a 2 ans de cela, il a évoqué la possibilité que l'aide au développement de la Suisse, qui est quand même quelque chose de tout à fait significatif, ça représente quand même quelque chose comme 3 milliards par année, c'est-à-dire c'est grosso modo les 2/3 du budget de la défense annuel, hein, pour mettre les choses en place. Eh bien, cette aide au développement, il a évoqué la possibilité de l'utiliser pour finalement mettre des bons points, pour encourager certains États qui respectaient ces conventions avec la Suisse. Alors, je vous laisse évidemment imaginer les échos dans la presse, dans les médias, dans certains partis politiques où évidemment notre ministre des Affaires étrangères n'est pas neutre, est le fossoyeur de la tradition humanitaire de la Suisse, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai pas besoin de reprendre les titres de l'époque. Mais vous voyez que c'est un phénomène qui est compliqué sur le plan, je dirais, individuel et technique et policier et des organes qui doivent gérer ces questions au quotidien. C'est aussi un problème national, comme l'a dit Alexandre Delval. Les lois existent, mais alors encore
faut-il la volonté politique de les appliquer, de les interpréter correctement. Et puis, troisièmement, il y a toute une dimension internationale, je pense, qui doit aussi faire partie de cette discussion. Alors, vous m'avez posé une question, quels sont les outils de la Suisse? On pourrait passer à la question suivante, pratiquement, puisque la réponse sera très courte. En réalité, il y a une spécificité de la Suisse qui est, je pense, une spécificité intéressante, et on peut peut-être avoir un dialogue sur ce point-là, c'est que dans le droit suisse, il n'y a pas de définition légale du terrorisme. C'est comme ça. Le terrorisme n'existe pas pour le droit suisse. Donc, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour des faits de terrorisme ou pour une activité terroriste en tant que telle. Le terrorisme, il est en réalité défini dans le droit suisse avec une conception qui est le crime politique. Alors, c'est quelque chose qui paraît un petit peu obsolète aujourd'hui, mais enfin, cette notion de crime politique est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on considère que vous pouvez assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, détruire des biens ou de la propriété privée. Si vous le faites parce que vous n'aimez pas la figure de celui à qui vous voulez faire du mal, eh bien, quelque part, il y a une peine qui est définie par la loi, qui s'applique, fin de l'histoire. Si par contre, vous faites cela pour encourager d'autres à faire de même, alors là, on va commencer à pouvoir parler d'un crime politique. Si vous faites partie d'une organisation et donc votre crime n'est pas passionnel, n'est pas un crime individuel, mais vous faites partie d'une entité qui veut finalement répandre comme une tache d'huile cette action fautive au regard de la loi, mais sur une large échelle, alors en Suisse, les peines sont majorées pour ces crimes que l'on appelle des crimes politiques. Et jusqu'ici, je dirais que bon gré, mal gré, ça a été de très nombreuses discussions et débats entre spécialistes, entre juristes, que je ne suis pas et je ne prétends pas l'être. Finalement, jusqu'ici, on a pu vivre avec ce concept de crime politique qui est élégant, disent certains juristes. Dans la pratique, on se rend compte quand même aussi des limites de ces choses-là et je pense qu'il faut, à un moment ou à un autre, il faudra quand même nommer les choses. Alors, on a quand même fait quelques progrès, je vais en citer trois très brièvement. Il y a 2013, une loi sur les activités criminelles, mais qui s'est appelée dans la presse, c'est comme ça que ça a été présenté, qui s'est appelée la loi Al-Qaïda. Alors, le ministère public de la Confédération, donc si on veut l'instance judiciaire suprême, en tout cas qui porte l'accusation en Suisse et qui est responsable de ces activités terroristes en Suisse, avec l'Office fédéral de la police, donc FEDPOL, a même accepté cette espèce d'appellation de loi Al-Qaïda, parce que finalement, ça veut assez bien dire ce que ça veut dire. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que on ne peut pas attendre, lorsque les crimes sont tellement épouvantables, on pourrait penser à l'Holocauste, on pourrait penser à d'autres crimes de guerre ou d'autres situations. Lorsqu'on parle de crimes qui sont tellement épouvantables, vous ne pouvez pas simplement attendre que quelqu'un se lève un matin et passe à l'acte. Et vous ne pouvez pas, vis-à-vis de la population, vis-à-vis même de la bienséance, du droit, de la probité politique, vous ne pouvez pas décemment dire on va attendre que des milliers de personnes meurent pour faire quelque chose. Cela signifie que certaines personnes qui fréquentent certains sites particuliers, qui vont s'instruire sur des techniques de guerre ou des techniques de construction, de fabrication d'explosifs ou de pièges, eh bien, peuvent être poursuivis pénalement en Suisse grâce à cette loi, entre guillemets, Al-Qaïda. Enfin, c'est comme ça qu'elle a été popularisée. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien jusqu'à maintenant. Il y a eu en 2015
une loi sur le renseignement qui a été votée et qui est entrée en vigueur et qui a augmenté sensiblement. Alors, on n'est pas du tout au niveau de la France ou d'autres pays. Enfin, comme on est parti avec véritablement pas grand-chose, la loi sur le renseignement de 2015 spécifie le terrorisme comme étant une des activités qui peut être ciblée par les services de renseignement, même qui doit être ciblée par les services de renseignement. Et ça a été en 2015 un progrès sensible. Maintenant, où en est-on aujourd'hui? Et là, je vais faire court. On est dans une situation où aujourd'hui, la problématique en Suisse n'est pas tellement le terrorisme en tant que tel. On pourra expliquer pourquoi plus tard. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas tellement le terrorisme. Le problème, c'est les voyageurs du djihad. Le problème, c'est les gens qui se sont radicalisés en Suisse ou ailleurs, finalement, peu importe, et qui, de Suisse ou qui, avec un passeport suisse, sont allés dans des zones de guerre, faire le coup de feu, assassiner des gens, peut-être ont été blessés, peut-être ont pris leur famille, peut-être ont pris certaines personnes en otage, ont commis différents crimes ou différents niveaux de crimes. Et aujourd'hui, on est dans cette situation non seulement de citoyens suisses qui sont partis en Syrie ou ailleurs pour combattre au nom du djihad, mais on est aussi dans cette situation des personnes qui reviennent de cette région du monde, y compris un certain nombre de personnes qui sont mineures, y compris un certain nombre de personnes qui sont toujours sur place. Et ça, c'est encore une autre question difficile à gérer. Donc, on est face à cette problématique-là. Et une des résolutions de cela, eh bien, c'est un projet de loi qui est en discussion aujourd'hui, qui définit dans le droit suisse le terrorisme, les activités terroristes. Il y a un grand débat, évidemment, vous pouvez vous imaginer cela en ce moment. Enfin, on est en train de parler pour les prochains mois de la mise en œuvre d'une véritable loi en tant que telle, qui finalement se rapproche beaucoup de lois françaises ou britanniques sur cette dimension-là. J'ajoute encore un dernier point. Si vous pensez que c'est une loi qui va résoudre les choses, alors je peux vous dire la loi est une base, elle est utile, elle est un instrument, elle est un outil, mais ce n'est pas la loi toute seule qui va faire le ménage. Et il va falloir appliquer cette loi. On a dit tout à l'heure les limites, les cautèles qui existent sur l'application de certaines lois. Et puis j'aimerais ajouter simplement un dernier point. On est aussi en train de parler d'une adaptation ou d'un renforcement de la loi sur le renseignement en Suisse après quelques années d'expérience. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en Grande-Bretagne ou en France, les lois changent pratiquement tous les 2 ans. Donc, ce n'est pas une loi de 2015 qui va résoudre la problématique du renseignement ou la problématique de la prolifération nucléaire sur ces 20 ou même ces 10 prochaines années, parce que les techniques changent, les organisations criminelles ou terroristes changent. À certains moments, il y a quelques années, elles utilisaient certains types de communication ou de médias sociaux. Aujourd'hui, elles se réunissent, elles s'organisent d'une manière complètement différente. Elles agissent avec des buts qui sont encore différents. Donc, ce n'est pas une loi qui va résoudre le problème, mais je crois qu'il faut régulièrement se re-atteler. En tout cas, les juristes et puis les parlementaires doivent suivre l'évolution de la criminalité, suivre l'évolution de ces activités terroristes pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop de retard entre l'état du droit et puis les activités criminelles et les activités terroristes. Très bien, merci Monsieur Vautravers. Alors peut-être un petit point de situation justement pour continuer avec vous, Monsieur Vautravers, en Suisse sur le rapport par rapport au fondamentalisme islamiste. En quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à la situation générale? Alors, jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années, on va dire jusqu'à il y a 2-3 ans, l'attitude générale en Suisse était de dire que ces problématiques étaient connues en Europe, elles étaient moins graves, ou en tout cas la proportion était sensiblement inférieure en Suisse. Et je prends juste les rapports annuels qui ont été publiés ces dernières années sur l'islam en Suisse. Eh bien, ces rapports commencent avec un préambule en disant la situation est très différente entre la Suisse et d'autres pays parce que, et c'est un argument que je peux tout à fait entendre et qui est recevable, parce que la population islamique musulmane vivant en Suisse ne vient pas forcément des mêmes régions que la population immigrée ou d'origine
islamique que vous avez en France ou dans le sud de l'Angleterre ou d'autres pays également. Donc jusqu'ici, on a vécu, je dirais, une situation relativement privilégiée. Je dirais que dans ces 2-3 dernières années, l'attitude a un peu changé. Elle a un peu changé parce que aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau bassin de radicalisation qui n'est pas tellement l'Afrique du Nord ou qui n'est pas tellement la péninsule indienne ou l'océan Indien ou les pays du Golfe d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la problématique principale de l'islamisme et la problématique principale des activités mafieuses, criminalité organisée en Suisse, c'est essentiellement les Balkans. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu différente d'il y a quelques années parce que la population originaire des Balkans représente un quota très, très significatif en Suisse. Alors, merci, Monsieur Vautravers. Alors justement, pour rebondir vers vous, Monsieur Delval, la situation, petit point de situation du côté français, justement. Oui, alors, moi, je n'utilise pas trop la notion de fondamentalisme islamiste, mais pourquoi pas. Je parle plutôt de totalitarisme islamiste, mais ça revient même. Le fondamentalisme religieux, si vous voulez, n'est pas forcément violent. Il y a des fondamentalistes protestants, c'est un terme qu'on utilise souvent dans le protestantisme un peu extrême, mais qui n'est pas fondamentalement violent. Hein, beaucoup de sectes aux États-Unis, évangéliques ou autres, ou presbytériennes, quakers, etc., ne sont pas connus pour commettre des actes terroristes réguliers. Par contre, certaines sectes différentes, oui, mais les fondamentalistes, pas forcément. Donc aujourd'hui, en tout cas, votre question est importante parce que il y a un lien, en tout cas, entre le djihadisme, que certains pensent être un phénomène pratiquement psychiatrique ou purement, on appelle ça d'ailleurs l'extrémisme violent. Je l'ai même vu en Suisse. Nous étions avec Alexandre d'ailleurs et j'avais vu circuler un papier intéressant j'avais fait la remarque aimablement, avec tout le respect que j'ai pour la Suisse, que ce document, enfin non, c'était un document qui expliquait que la Suisse combattait l'extrémisme violent. Normalement, ce document était destiné à lutter contre l'islamisme en général, mais l'islamisme n'apparaissait que 1/10 du document et il n'était jamais dénoncé comme islamiste. Vous voyez, il y a un véritable problème qui consiste, mais c'est pas que la Suisse, la France c'est pareil, on a fait une loi récemment contre le séparatisme islamiste, elle a été édulcorée, à la fin il n'y a même plus le mot islamiste dedans, ça devient pour renforcer les principes républicains. Les Nations Unies, l'Union Européenne, récemment il y a eu un sommet de l'Union Européenne le 11 décembre dernier, qui avait parmi les objectifs sécuritaires la réaction, les sanctions éventuelles contre la Turquie expansionniste et l'islamisme radical, puis le djihadisme. Il n'y avait absolument pas le mot islamisme nulle part, et le djihadisme n'a été mentionné que comme extrémisme violent. Ça devient la mode, c'est venu au départ des milieux qui luttaient contre l'islamophobie, des milieux fondamentalistes, justement, on en revient, qui ne supportent pas qu'à chaque attentat, on associe le mot islam, islamisme à violence ou à terrorisme. Et ils ont obtenu gain de cause, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus mentionner dans des instances officielles, enfin on pourrait, mais il n'est pas de bon ton de parler d'islamisme. Ça devient presque politiquement incorrect. C'est une grande victoire de ce que j'appelle les coupeurs de langue, et c'est l'articulation de mon livre, La stratégie de l'intimidation, mon avant-dernier livre. J'expliquais qu'il y a un continuum idéologique qui unit les fondamentalistes, donc les islamistes qui ne sont pas violents, qui sont juste pour un islamisme soit politique, soit intégriste, très à la lettre, mais pas violent, style frères musulmans, islamisme turc, Miligurush, confrérie, islamisme pakistanais qui tient énormément de mosquées en Angleterre, tout à fait officiel. Mais ces islamistes-là, si on ne comprend pas qu'ils ne sont pas à séparer du djihadisme, ils sont uniquement une autre facette de la même réalité. Il y a une réalité qui est l'islamisme radical, que j'appelle le totalitarisme islamiste. Une des deux facettes, c'est l'islamisme totalitaire
entre guillemets, non violent, c'est-à-dire qui utilise des moyens démocratiques, anti-racisme, droit à la différence, ce qu'on appelle jihad by courts, hein, en Angleterre ou en Amérique, c'est-à-dire le djihad par la juridiction, par les procès, etc. Ceux qui vous traitent d'islamophobes, qui veulent des lois pour punir l'islamophobie, considérés comme l'équivalent du racialisme ou du racisme, ceux-là, ce sont aussi des islamistes. Mais ils ont compris que l'Occident culpabilisé, piégé à ses propres valeurs, qui sont des belles valeurs, tolérance, respect, protection des individus, eh bien, cet islamisme-là se dit finalement, en utilisant les valeurs de mauvaise conscience ou de liberté ou de protection infinie de l'individu face à l'État oppresseur, on peut déjà avancer énormément en utilisant la légalité même des États mécréants qu'à terme, nous voulons conquérir, soumettre et combattre. Mais pour l'instant, on va le faire de manière douce. Et la grande naïveté de tous nos dirigeants occidentaux, c'est de ne pas comprendre le lien entre ce continuum. Et l'expression continuum islamiste, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un ancien terroriste que je connais, David Valad, qui était le terroriste, c'était un formateur d'Al-Qaïda. Avant cela, il avait été proche des islamo-délinquants de Lyon et c'était quelqu'un à moitié algérien avec un nom français, mais qui était radicalisé dans les milieux du GIA algérien. Il est devenu un grand terroriste, il a été capturé après avoir fait des séjours et des formations en Afghanistan et au Pakistan. Et aujourd'hui, il est repenti et il dit lui-même, on ne pourra jamais lutter contre le djihadisme si on ne comprend pas qu'il n'y a pas que la dimension psychiatrique qui peut exister, la dimension sociale qui peut être un facteur, la dimension délinquance qui existe, bien entendu, on ne le nie pas, mais il dit il y a aussi une dimension idéologique. Là, je me réfère à une autre personne en France très connue, un ancien cadre d'SOS Racisme d'origine algérienne, Malek Bouti, membre du Parti socialiste, antiraciste patenté. Dans son document extraordinaire qui s'appelle Génération identitaire, il dit lui-même on ne pourra jamais venir à bout de cette menace si on s'en tient aux excuses sociales, où en gros, il n'y a pas assez de fric dans les banlieues, alors les pauvres, ils sont radicalisés. Non, tous les pauvres n'égorgent pas des grands-mères ou des femmes enceintes. Tous les pauvres n'attaquent pas des chrétiens dans la basilique de Nice et tous les pauvres radicalisés ne vont pas égorger leurs professeurs. C'est faux de croire cela. Et c'est Malek Bouti lui-même qui le dit, mais aussi Kamel Daoud, Boualem Sansal, des grands penseurs musulmans, algériens ou autres, etc. Ou alors le poète syrien Adonis qui a beaucoup écrit là-dessus, etc. Donc ce que dit David Valla, c'est que si on ne comprend pas que l'idéologie djihadiste n'est que la face émergée, minoritaire, très petite, en proportion d'un immense iceberg qui lui a des fondements fondamentalistes, oui, mais pas uniquement, de l'islam politique. Et donc, en fait, les Occidentaux, en réduisant la lutte contre l'islamisme à la lutte contre le djihadisme, ne pourront jamais venir à bout de cette menace, car je vais prendre l'exemple très concret de l'attentat, de la décapitation du professeur Samuel Paty dans son lycée par un djihadiste tchétchène. Ce djihadiste tchétchène a bénéficié de l'asile politique, il est russe de nationalité, devenu apatride et aujourd'hui il bénéficie donc de la protection du droit français et de l'État français. Ses parents sont payés d'ailleurs au titre de l'asile politique, etc. Il a peut-être, comme on dit, un background islamiste familial, puisque sa famille probablement est plutôt pour les islamistes de l'époque des années 90 plutôt que pour Kadyrov. D'accord, mais cette personne n'avait pas coupé des têtes jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui l'a motivé? Eh bien, les islamistes coupeurs de langue, ceux qui veulent vous faire taire, notamment les frères musulmans. C'est quelqu'un qui est un frère musulman, Sifreoui, un Marocain frère musulman qui a d'ailleurs été renvoyé du Maroc, qui est non désirable au Maroc parce que là-bas, on le trouve trop radical. Il a bénéficié des lois françaises, il est devenu membre du Conseil des imams de France. Certes, il est contesté, mais il était membre de cette organisation. La mosquée de Pantin, qui a pignon sur rue, qui a été inaugurée par des politiques français, a relayé la vidéo qu'il a produite, qui appelait à lyncher, à punir cet horrible blasphémateur. Un harcèlement absolument incroyable, relayé par plusieurs associations islamistes proches des frères musulmans, pas uniquement la mosquée de Pantin et le Conseil des imams de France, etc. Donc, l'islamisme légal
mais qui est un islamisme, hein, mais qui est légal puisqu'il tient des mosquées officielles inaugurées par nos hommes politiques, a relayé un appel au lynchage d'un type qui est traité d'ordure. Ensuite, la vidéo elle-même est relayée par plein de gens qui disent mais il faudra buter ce type, etc. Aucune réaction des autorités. Et le djihadiste, finalement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg dont je parlais, ce n'est que l'ultime roue du carrosse. Il y a eu toute une propagande qui vise à discréditer les républicains, les laïcs. Le professeur Paty n'était pas d'extrême droite, il n'était pas raciste. Il avait même demandé par respect, par délicatesse, aux élèves choqués de ne pas rester lorsqu'il montrait la photo de caricature de Mahomet. Il était connu pour être très humaniste, etc., etc. Mais ce djihadiste s'en est pris à lui parce qu'il y a eu toute une propagande orchestrée par des frères musulmans qui ont pignon sur rue, dont les mosquées sont reconnues. Les frères musulmans, précisons, sont 50% à peu près avec le Miligülüş turc, ils travaillent ensemble, du Conseil français du culte musulman. C'est pas l'islam exclu des mosquées des caves, des mosquées désaffectées, ou l'islam paria. C'est l'islam officiel français. Et donc des gens qui sont proches des frères musulmans, lui-même organisation proche de l'islam français le plus officiel, ont relayé une diabolisation d'un professeur et le djihadiste finalement n'a fait que faire ce qui est logique, puisque dans l'islam, quand on traite quelqu'un de blasphémateur, la charia, la loi islamique, permet de le tuer. Le chef jurisconsulte des frères musulmans en Europe, Youssef El-Qardawi, l'explique clairement dans son ouvrage « Le licite et l'illicite ». Il donne les 3 raisons pour lesquelles un musulman tout à fait sain d'esprit peut parfaitement tuer quelqu'un. L'adultère, le blasphème et l'apostasie. Ça veut dire quoi? Si on lit Qardawi, un musulman peut tuer toute personne qui se convertit à autre chose que l'islam et qui est né musulman, et toute personne qui insulte Mahomet ou Allah ou qui insulte l'islam. Donc vous voyez bien, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui. On le voit bien. Le terreau idéologique qui justifie toute une charia qui est fondée sur l'intolérance ne peut que préparer. Alors, et là, je pense que comme pour la médecine, on est dans les multifacteurs, hein, en géopolitique, on est toujours multifactoriel. Effectivement, il peut y avoir du social, il peut y avoir du cannabis, de la drogue, il peut y avoir un passé, un passif, il peut y avoir des problèmes même psychiatriques, effectivement. Mais les cadres, les cerveaux du djihadisme savent très bien qu'on va plus facilement faire passer à la violence un voyou habitué au sang qu'un enfant de cœur tout à coup devenu musulman, bien entendu. Donc, il ne faut pas opposer les paramètres. Ceux qui disent, comme Gilles Kepel, qu'il y a une radicalisation de l'islam, en France, on les a opposés à Olivier Roy qui disait non, c'est une islamisation de la radicalité. Mais en fait, les deux sont vrais. Ce qui est pauvre dans le débat analytique en France et en Occident, c'est que on est toujours dans les gentils, politiquement corrects, et les méchants qui osent nommer les choses. Alors qu'en fait, on devrait voir que c'est pas parce qu'il y a des délinquants, des fous ou des gens qui ont un passé bizarre, des repris de justice ou des paumés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une idéologie derrière, car il y a les deux. La preuve par Samuel Paty. Mais on a plein d'autres exemples de gens qui au départ ont été radicalisés par les frères musulmans, par les salafistes piétistes, c'est les salafistes non violents, officiels, de l'islam de la Ligue islamique mondiale, de l'Arabie saoudite. On a des gens qui ont été radicalisés au départ par le Tabligh, mouvement d'origine indo-pakistanaise qui a pignon sur rue en Angleterre, en France, un peu partout. C'était la première phase. Là, on leur apprend que le mécréant est impur, que normalement un musulman doit toujours avoir des lois spéciales pour lui, qu'il ne peut pas se sentir heureux s'il n'y a pas un minimum d'adaptation pour lui. Ça, c'est la première phase. Mais quand on vous dit en permanence que vous êtes victime de racisme islamophobe dès lors que les lois ne sont pas adaptées à vous, c'est déjà une radicalisation. La phase d'après, c'est de se dire finalement, comme ces mécréants ne veulent pas faire des lois spéciales pour nous, pour le voile intégral, les piscines séparées, le non-apprentissage de Voltaire à l'école, etc., le bannissement des cours qui peuvent choquer un programme chariatique. Vous savez que les frères musulmans, un jour, ont dressé la liste de tout ce qui devrait être empêché dans les écoles pour pas heurter les musulmans. Il faut empêcher une grande partie du programme d'un pays républicain. Donc, vous voyez bien que c'est impossible de céder à ces revendications. Eh bien, les frères musulmans, le Tabligh ou d'autres associations islamistes légales passent leur temps à dire aux musulmans que tant que les pays mécréants n'adaptent pas les lois pour eux, ils sont victimes de racisme.
Donc la phase d'après, c'est que s'ils nous détestent et qu'ils nous empêchent d'être des vrais musulmans, parce que les frères musulmans font croire qu'on ne peut pas être un vrai musulman s'il n'y a pas un minimum d'islamisation des lois. On ne peut pas obéir à des lois mécréantes. Il faut que ces lois mécréantes s'adaptent à nous au minimum. Eh bien, la phase d'après, c'est la phase du djihadiste qui dit, vous voyez les frères musulmans, ils vous ont expliqué qu'un bon musulman doit obéir à des lois qui lui permettent d'avoir le voile intégral, la non-mixité, etc. L'État ne vous le permet pas. Les frères musulmans ont tort. En fait, il faut aller plus loin. Il faut carrément commencer à attaquer les frères musulmans, l'État mécréant, ou alors la solution des djihadistes, c'est venir dans un État islamique géré par la charia et géré par nous, ce qu'ils appellent la hijra, qui reprend la fameuse émigration du prophète, l'hégire. Et donc, ils se complètent. Les frères musulmans, en gros, ils disent c'est pas bien de vivre dans un pays mécréant, mais comme vous êtes là, on va obliger le pays mécréant à adapter ses lois, à les islamiser pour que les musulmans puissent vivre de façon islamique. Les djihadistes proposent carrément la lutte directe, armée, ou le repli vers une zone islamiste. Il n'y a qu'une différence de degré, mais dans les deux cas, on s'abreuve à la même doctrine, et je vais conclure, j'étais un peu long là-dessus, c'est la doctrine hanbalite. En fait, quand on dit les salafistes d'un côté, les frères musulmans de l'autre, c'est faux. Les frères musulmans font partie du salafisme. Ils s'appellent eux-mêmes Salafiyya Islahiyya. C'est le salafisme réformiste. Les frères musulmans utilisent tous l'expression salafiste, car les frères musulmans, comme les djihadistes salafistes, comme les salafistes piétistes, se réfère à la 4e école juridique officielle de l'islam, le hanbalisme, qui prévoit toutes les atrocités que l'on peut trouver dans les textes des pires djihadistes. Aujourd'hui, dans l'islam officiel d'Arabie Saoudite, on appelle à tort le wahhabisme, et c'est l'école hanbalite, toutes les horreurs, lapidation, crucifixion, couper les mains, lapider les adultères, pendre les apostats et ensuite les crucifier, ou leur couper la tête et ensuite les crucifier. Toutes ces horreurs sont permises dans la jurisprudence, jamais abolies, de l'école hanbalite. Donc vous voyez bien qu'il y a un continuum et on ne s'attaque qu'à la partie sécuritaire du problème, alors qu'il faut un combat idéologique et pas uniquement sécuritaire ou judiciaire qui devrait être renforcé, mais aussi un combat idéologique, une contre-propagande. Et pour dire, comme le juge Trévidic, notre grand juge antiterroriste très compétent, il dit lui-même, il faut qu'avant 13 ans, avant que la personne soit irrattrapable, on est d'accord à peu près sur, en gros, une fois qu'on passe l'adolescence, la personne très radicalisée est difficilement rattrapable. Il faut, avant de déradicaliser quelqu'un qui est très peu déradicalisable, il faudrait donner les anticorps pour que ces personnes ne deviennent pas radicales. Comment ? Eh bien, avec un islam des Lumières, des imams éclairés, choisis. Donc, ça veut dire quoi? Si la solution passe par l'éducation et les imams, eh bien, ça veut dire qu'il faut choisir les imams. Le seul pays européen, même pas la Suisse l'a fait, ni l'Italie, le seul pays européen qui a empêché les imams radicaux et qui récemment a mis sur pied un islam d'Autriche où les imams pourront relayer un islam compatible avec les valeurs de l'Autriche, qui ne soient pas des valeurs sécessionnistes. C'est l'Autriche, avant que les populistes arrivent au pouvoir. En 2013, j'avais rencontré le rédacteur de la Sécurité nationale qui préparait justement le projet. Il nous avait expliqué qu'ils allaient bannir toutes les organisations islamistes politiques qui prêchent la non-intégration. Ils ont banni les salafistes, les frères musulmans, le Milli-Görüş turc et d'autres organisations pakistanaises ou turques qui, comme ils l'avaient constaté, entretiennent la non-assimilation et la non-intégration. Donc, on peut résumer là-dessus. Seule l'Autriche, en Occident, a interdit les organisations matrices de l'islamisme radical qui permettent le terreau idéologique sur lequel ensuite va se greffer un djihadiste qui va venir puiser dans ce premier sas, si j'ose dire. Alors c'est vrai qu'on a tous entendu parler un jour ou l'autre des frères musulmans, d'ailleurs vous en avez parlé juste à l'instant. À ce sujet, vous avez coécrit un livre avec Emmanuel Razavi qui est Le Projet. Alors vous parlez souvent, vous avez quelques chapitres par rapport à la Suisse. Alors justement, Alexandre Delval, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Le Projet et comment a-t-il été découvert? Alors là, je pense qu'Alexandre Vautravers aussi en parlera parce qu'il est suisse et pas moi. Mais dans notre enquête, pourquoi on a pris le nom Le Projet? Parce que c'est chez vous,
en Suisse qu'on a retrouvé après 2001, après l'attentat du 11 septembre 2001, dans le cadre de l'enquête antiterroriste internationale et de la coopération entre les polices suisses antiterroristes et américaines. Il y a eu pas mal de perquisitions dans plusieurs pays européens. Et en Suisse, on a trouvé au domicile du président exécutif de la banque Taqwa Bank, qui siège à Lugano, entre autres, on a trouvé au domicile de ce monsieur, Youssef Nada, un ouvrage qui s'appelait Le Projet, qui n'était pas vraiment un ouvrage, un opuscule de 19 pages, qui expliquait, un peu comme l'ISESCO, ce texte de l'ISESCO dont vous avez peut-être entendu parler, il expliquait comment les frères musulmans comptaient exercer leur prosélytisme conquérant et un jour s'emparer de l'Europe et du monde, parce que l'objectif final, qui est écrit noir sur blanc, c'est le takmin planétaire. Le takmin, c'est la troisième phase dans les ouvrages classiques des frères musulmans et de Hassan al-Banna, qui est la phase après l'islamisation de l'individu, de la famille et du village et de la nation, c'est l'islamisation de la planète. Quand le monde musulman aura mis hors la loi les laïcs, ensuite il y aura une islamisation des nations, c'est la deuxième phase de la chariatisation. La troisième phase, une fois que tous les pays musulmans auront été réislamisés, c'est la conquête mondiale, le tamkin planétaire. Donc, en Europe, on est dans la troisième phase du tamkin planétaire, et ce projet était absolument terrifiant, parce qu'il montre de manière habile comment les frères musulmans vont pacifiquement conquérir petit à petit l'Europe. Et voilà, on s'est dit, ça vaut le coup de faire un livre qui s'appellera Le Projet. Et enfin, je vais redonner la parole à Alexandre, j'ai beaucoup trop parlé. Eh bien, il y a eu aussi un livre qui a été perquisitionné, mais là 10 ans plus tôt, par la police égyptienne, au siège aussi là à l'époque du guide suprême des frères musulmans. Non, il y a plus de 15 ans, c'était en 1992. Et déjà, les Égyptiens avaient trouvé un texte mère très similaire qui expliquait comment, par la subversion, la ruse, l'infiltration, l'entrisme, la pénétration des syndicats, des entreprises, des ordres de la magistrature, de la justice et surtout, bien sûr, des écoles de l'éducation et des médias, d'où Al Jazeera, mais d'où aussi la pénétration, malheureusement, que El-Sisi déplore, le président égyptien lui-même, disait un de mes amis députés, un de ses députés préférés, Abdelrahim Ali, qui l'avait convaincu de lutter contre les frères musulmans, il lui disait: on a le plus grand mal à extirper d'El-Azhar la présence des frères musulmans. Vous voyez le degré d'infiltration. Donc voilà, le projet résume la stratégie d'infiltration et de conquête des frères musulmans, qui est surtout une conquête non violente, pour ensuite établir un califat mondial. Et ce n'est pas mon interprétation, c'est écrit dans les textes même fondateurs des frères musulmans, qui veulent un califat planétaire qui régnera sur toute l'humanité. Leur expression exacte, c'est le règne d'Allah sur toute la terre. Alors je donne la parole, monsieur Vautravers. Oui, alors bon, là, c'est l'historien qui va répondre, parce que finalement, ce qui vient d'être dit, premièrement, n'est pas très surprenant, et puis deuxièmement, ça rappelle des échos de la guerre froide, ça rappelle des échos des années 1930, lorsque certains mouvements politiques, et je pense en particulier au Parti communiste, souhaitaient créer des entités, des cellules, souhaitaient animer des mouvements, des activités, on dirait aujourd'hui des ONG, souhaitaient finalement mettre hors d'état d'influence un certain nombre de personnalités, etc. Enfin, tout ce plan, et le mot a été dit, c'est la subversion. La subversion, c'est un mot que l'on trouve chez Mao. Donc, il y a quelque part des similitudes assez significatives, assez importantes. Et je crois que ce qui a été dit sur le fait de donner des anticorps, alors ces anticorps, quels peuvent-ils être? C'est un contre-discours, c'est un discours sur l'ouverture, sur le respect des autres, sur le respect des minorités, sur le respect de la différence. Enfin, il y a différents moyens effectivement d'agir sur ce plan-là. Je crois qu'on est face effectivement à un projet, mais ce n'est pas le seul.
et il reste malheureusement des projets politiques du type de celui que j'évoquais, le projet communiste des années 1930 ou des années 1960. Il reste d'autres projets, si j'ose dire, de cette dimension-là. Il y a le projet islamiste ou des projets islamistes, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, parce que c'est pas seulement une question de quête du pouvoir, c'est une quête de pouvoir personnel, ce qui complique encore un petit peu la chose. Et puis, il y a aussi d'autres mouvements aujourd'hui. Alors, on pourrait citer certains mouvements très radicaux dans le domaine de l'écologie qui appliquent aussi un certain nombre de ces principes de subversion, de neutralisation de personnes ou d'expertise pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages. Ce que je trouve intéressant dans la présentation qui vient d'être faite de manière vraiment brillante, c'est d'élever le débat et je dirais de rationaliser le débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la radicalisation de la délinquance ou alors, l'islamisation de la délinquance ou est-ce qu'on est dans l'islamisation de la criminalité? Ce débat-là, on l'a eu pendant 10 ans. Je pense que maintenant, on peut avancer. Et je crois qu'on est dans une telle situation aujourd'hui qu'on peut généraliser ce débat, c'est-à-dire que le risque, la problématique, c'est quoi? C'est une multiplication de deux facteurs. D'une part, il faut que les moyens existent. Alors, Alexandre Delval l'a dit très bien, c'est un terreau qui est favorable. Ce sont des personnes qui sont peut-être désœuvrées, qui sont prêtes à investir de l'effort et même leur argent personnel dans une activité criminelle, dans une organisation criminelle. Donc, il faut des moyens. Et puis, de l'autre côté, il faut une motivation. Et aujourd'hui, on a laissé les choses se faire suffisamment longtemps pour que les moyens existent. Malheureusement, personne ne conteste cela. Les moyens sont présents et il ne manque plus finalement qu'une motivation. Il manque finalement qu'un leadership pour prendre des gens, pour recruter ces gens qui ne demandent que une lumière dans leur horizon. Et donc, on a quand même une situation qui est assez dangereuse et assez explosive. Et on l'a vu avec le succès absolument incroyable du djihad en Syrie. Je pense qu'il faut quand même dire que ça a été un moment tout à fait particulier dans l'histoire de l'islamisme, un moment tout à fait particulier dans l'histoire du terrorisme. Donc, le nombre de personnes qui sont allées se battre en Syrie est quelque chose qui dépasse absolument tout ce qui a été vu pendant ces 50 ou ces 60 dernières années. Ça dépasse la cause palestinienne où des gens allaient en Palestine pour se former et pour faire le coup de feu et ensuite revenir en Europe, etc. On est dans un facteur de 1 à 10 entre les années 1970 et puis la situation actuelle. Là où il y a un certain espoir, il ne faut pas se réjouir trop vite, mais là où il y a un certain espoir, c'est que je pense que l'expérience syrienne a démontré qu'à la fin, ce djihad ne fonctionne pas. Ce djihad, dans le sens physique, dans le sens de se déporter, de se déplacer pour aller combattre sous la forme d'unité organisée pour un État constitué ou un proto-État qui était l'État islamique, eh bien cette lutte-là ne fonctionne pas, ça a été un échec. Alors après, on peut discuter pendant le restant de la soirée pourquoi ça a été un échec, mais je crois il y a lieu de se réjouir de cet échec. On n'a pas toujours été aidé par certains pays de la région, mais à la fin, cet échec oblige maintenant un certain nombre de personnes qui peut-être avaient l'intention de partir en Syrie ou peut-être avaient l'intention de se radicaliser et de passer à l'acte. Ça fait réfléchir. Et aujourd'hui, on est dans une situation où probablement le terrorisme va évoluer, la radicalisation va évoluer parce que ces organisations ne veulent plus forcément recruter des gens pour aller créer un État quelque part. Donc, il faut s'attendre maintenant à une nouvelle période, à une nouvelle phase de radicalisation et une nouvelle phase de terrorisme. D'ailleurs, est-ce que la Suisse a été un peu aussi entre guillemets, un berceau du recrutement pour le djihad? La Suisse, on le sait, a été une plaque tournante du terrorisme dans les années 1960-1970. La Suisse a été en partie victime
d'attentats terroristes à l'époque, mais essentiellement la Suisse a été connue à l'époque pour jouer un carrefour logistique et financier d'organisations criminelles internationales. Donc, on s'est attendu dans les années 2000-2010 à ce que la Suisse joue le même rôle, et je pense que beaucoup d'observateurs, beaucoup d'opérationnels aussi en Suisse ont été surpris du fait que aujourd'hui on n'est plus uniquement dans cette position d'observateur ou de plaque tournante, mais beaucoup de choses se sont passées en Suisse ces dernières années dans le domaine du terrorisme, dans le domaine de la radicalisation, dans le domaine du recrutement. Mais prenons juste un seul exemple. Dans l'attentat du Stade de France à Paris, on sait qu'il a fallu une coopération, une entraide judiciaire entre 15 pays différents pour une des personnes impliquées, pour un des cas. Donc, il faut pas imaginer que on est face à un problème qui peut être limité à une région, à une ville, à un pays, et ce n'est certainement pas une problématique qui peut être stoppée par des frontières. Merci beaucoup Alexandre Vautravers. Alors, Monsieur Delval, nous savons que tout texte religieux sacré ont été entre guillemets retravaillés ou réécrits. Certains disent que le Coran, parce que c'est le thème aussi d'aujourd'hui, est actuellement plus dur par rapport à avant. Alors je pense qu'il faut là aussi préciser les termes, je m'excuse, c'est mon côté prof, mais non, en fait, le Coran tel qu'on l'a depuis à peu près le IIIe siècle après la naissance de Mahomet, il n'a plus bougé. On avait 4 versions différentes et un calife a fini par fixer la dernière version, mais elle divergeait pas trop. Donc le Coran, comme dans d'autres religions, d'ailleurs, a été à un moment fixé, alors certes par les hommes, mais il a été fixé, il n'a plus bougé depuis. Donc il est le même, le Coran est le même, mais ce qui change, c'est le regard que l'on a sur le Coran. Et là ça change tout. Et c'est tout le problème d'ailleurs de l'islamisme. L'islam, dans l'islam, le véritable problème n'est pas uniquement qu'il y ait des sourates et des hadiths. Les hadiths, c'est les propos dits et gestes de Mahomet qui ont été rapportés par des témoins et qui sont source de jurisprudence juste après le Coran. Le Coran est considéré comme divin, source majeure, et les hadiths, c'est une source secondaire, mais qui co-compose avec le Coran le droit islamique et la charia et la loi islamique. Donc le Coran, le problème, ce n'est pas lui-même, c'est pas les sourates de violence, parce qu'il y a eu 2 Corans. Il y a eu le Coran qui relate les faits de Mahomet à la Mecque, et les sourates dites mécoises, qui sont antérieures, en général, sont pas violentes. Elles maudissent les non-croyants, ceux qui se soumettent pas, mais il y a eu une grande amitié avec les Juifs et les chrétiens, et une relative paix, et un côté assez pacifiste. Ensuite, Mahomet fait son hégire, la fameuse émigration dont les djihadistes parlent tout le temps. Il va à Médine, et les sourates dites médinoises, lorsque Mahomet rompt avec les Juifs qui l'avaient accueilli, après il se brouille avec eux, et il les fait tous massacrer, les Juifs de Médine et de Khaybar. Et là, ça va servir de jurisprudence pour toute une littérature criminelle, d'appel au meurtre, que les djihadistes appliquent à la lettre et que les musulmans soufis modérés, bien sûr, relativisent. Mais malheureusement, il a été décidé à peu près au Xe siècle, là on est beaucoup plus tard que la fixation du Coran, au Xe siècle, et c'est tout le problème de l'islam, il a été décidé plusieurs choses. Que toutes les écoles juridiques, il y en avait une vingtaine au sein du monde sunnite, toutes les écoles juridiques qui déclaraient que le Coran n'était pas totalement divin, mais uniquement d'inspiration divine faite par les hommes, comme la fameuse école moutazilite, la fameuse école qui a fait traduire plein d'œuvres grecques à l'époque de l'âge d'or de l'islam éclairé, sous le califat abbasside, 9e siècle, eh bien, cette école-là a été totalement détruite et bannie comme étant hérétique, et n'ont été retenues sur 20 écoles que les 4 écoles juridiques de l'islam sunnite, qui considèrent premièrement que le Coran est totalement divin, ininterprétable, on ne le récite que comme
une sorte de reflet du vrai Coran qui serait dans les cieux. Et là, on comprend mieux la mentalité islamique et la fixation des pays musulmans sur le blasphème, l'impossibilité de se moquer du prophète ou du Coran, parce qu'en fait, le Coran est considéré comme un texte totalement divin. Et pourquoi Mahomet est sanctifié alors qu'il n'est qu'un homme, et pourquoi il est si intouchable? Parce que c'est grâce à lui que les sourates ont été reçues par les hommes via l'ange Gabriel. Donc ceux qui pensent que le Coran est totalement divin. Deuxième chose, ceux qui pensent, comme l'a déploré le président Sisi devant l'université Al-Azhar, que les textes d'origine, les textes qui ont trait au temporel, au politique et au judiciaire, parce que l'islam n'est pas qu'une foi, mais c'est aussi un code de vie, un code politique, un code judiciaire. Malheureusement, eh bien ça, c'est resté intact depuis le Xe siècle. Tous ceux qui voudraient que l'islam ne s'intéresse que aux choses spirituelles et que tout ce qui est temporel, politique, judiciaire, guerrier, soit révisé et adapté pour être compatible avec le monde moderne, les institutions internationales, les Nations Unies, les valeurs des démocraties, ou même si on n'est pas, on ne peut pas demander à tout le monde des démocrates, au moins se conformer à un ordre international qui permet la liberté de croire ou de ne pas croire, etc. Eh bien, cet islam-là, fixé depuis le Xe siècle, n'a jamais remis en question la législation musulmane qui sacralise des textes purement humains, temporels, notamment les hadiths et toute une jurisprudence. Ça a été littéralement sacralisé. Et deuxièmement, encore plus sacralisé, le Coran incréé, la fameuse doctrine du Coran incréé qui fait qu'on n'interprète pas le Coran. Donc, le regard qu'on porte sur le Coran n'a pas le droit d'être changé depuis le Xe siècle. C'est un regard acritique, d'où le fait que, contrairement à l'Église catholique, il n'y a aucune recherche dans le monde musulman qui soit acceptée sur les origines, le contexte, etc. du Coran. On apprend, y compris mes élèves musulmans, ils me disent qu'ils apprennent en cours d'islam que le Coran est tombé du ciel grâce à Gabriel, l'ange Gabriel, et qu'il est en lui-même le miracle. Quand vous demandez à un musulman, oui, mais Jésus, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains, et toi, ton prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Ils répondent, il a reçu le Coran. C'est le plus grand miracle. Le Coran serait en lui-même un miracle plus merveilleux que de faire marcher les culs de jatte. Bon, c'est une vision, hein. Bon, chacun croit ce qu'il veut. Et là, vous heurtez à un mur. Quand on est dans cette fixité du Coran d'une part, mais aussi de tout ce qui est en dehors du Coran, mais qui a été sacralisé. C'est les fameux hadiths, dont les hadiths authentiques sont intouchables. Vous avez deux choses totalement intouchables et qui malheureusement prévoient les fameuses trois grandes inégalités, homme-femme, maître-esclave, musulmans, non-musulmans, et les peines de mort, les châtiments corporels, en fait, tout ce qui pose problème. Et pour conclure, je ne vais pas être trop long encore une fois, j'ai présenté récemment une charte de l'islam de France, que j'ai représentée plutôt, avec mes amis égyptiens du CEMO, c'est un centre qui lutte en faveur d'un islam éclairé à Paris, dont le président est un député égyptien, dont j'ai parlé tout à l'heure, et on l'a fait aussi avaliser cette charte par l'imam Chalgoumi, le fameux imam très modéré qui condamne systématiquement la violence et l'antisémitisme, et dans cette charte, donc qui est quand même avalisée par un certain nombre de musulmans, dont un imam, on explique que tout le problème, il est là. Il suffit qu'une charte, dans un pays musulman comme non musulman, dise tout ce qui a trait à la foi, à tout ce qui est pratique privée, ablution, vision de la famille, enterrement rituel, nourriture sacrée, etc. Et surtout les 5 piliers de l'islam, réciter 5 fois par jour une prière, dire la shahada, croire donc qu'il y a une unicité de Dieu, etc., etc. L'aumône légale, la charité, tout ce qui a trait à la vie normale d'une religion, avec même un peu son aspect social aussi, mais qui n'est pas attentatoire à la loi en vigueur dans le pays musulman ou pas dans lequel on est, eh bien, c'est accepté. Par contre, tout ce qui est dans la charia, toujours enseigné dans les mosquées, invite à tuer les mécréants, les juifs, les homosexuels, les apostats, les athées, etc., etc., ou les chrétiens non soumis qui professent la Trinité et qui sont prosélytes. Là aussi, c'est clairement puni de mort dans le Coran. Tout ce qui pose problème, en fait, dans le Coran et dans la charia, qui va plus loin que le Coran, devrait tout simplement être déclaré à contextualiser, c'est-à-dire appartient à une certaine période, mais aujourd'hui
eh bien, on peut l'interpréter différemment. Donc, le regard qu'on pose, même sur un texte qui peut avoir des phrases violentes, peut être changé. Et en fait, l'opposition, encore une opposition stérile, je suis d'accord tout à fait avec ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, on oppose trop les paramètres et on devrait être beaucoup plus rationnel. Hein, il y en a qui vous disent, oui, mais s'il y a des textes violents, c'est l'islam en lui-même qui doit être interdit. C'est une vision primaire. Et d'autres disent, oui, mais on n'a rien à interdire parce que tout ce qui est domaine de la foi ne doit pas être susceptible d'être critiqué. Non, en fait, on peut utiliser sa raison et se dire, dans une religion, on va garder tout ce qui est compatible avec l'époque moderne et surtout avec la loi en vigueur. Tout ce qui est criminel doit être interdit, que ce soit la prise du butin comme l'assassinat du non-soumis. Par contre, tout ce qui ne va pas atteindre à la liberté et à la sécurité physique d'autrui, pourquoi ça poserait un problème. Donc voilà, il faut changer le regard et savoir contextualiser ce qui est contextualisable. Et vraiment, pour finir, il y a un grand théologien d'Al-Azhar qui malheureusement a été excommunié en 1930 pour avoir écrit L'Islam et les fondements du pouvoir, l'un des plus grands théologiens de la plus grande université sunnite en Égypte, Abdel Razek. Il a été excommunié et renvoyé d'Al-Azhar pour avoir osé dire cela. Il a dit, on a le droit d'utiliser la raison. Même l'islam et même le prophète par moments a eu des propos qui invitaient à être intelligent. Eh bien, on peut considérer que les sourates de la Mecque, qui sont venues à l'époque mécoise, qui sont en général non violentes et plutôt bienveillantes avec les juifs et les chrétiens, doivent être considérées comme éternelles parce qu'elles sont essentiellement des sourates spirituelles. Et Abdel Razek, très intelligemment, disait, on a le droit de déclarer caduques ou contextualisables, c'est-à-dire moins fortes, les sourates médinoises, qui sont des sourates souvent de guerre, parce que Mahomet est devenu un chef de guerre à Médine. Et il ne dit pas qu'il faut les annuler, il dit qu'elles sont valables à une certaine période, mais comme elles relatent des faits de guerre, des alliances, des mésalliances, des ruptures de pactes, etc., des attaques, eh bien, on peut vraiment considérer raisonnablement que ce n'est pas spirituel et que c'est donc conjoncturel, que c'est contextualisable. Beaucoup de musulmans ont fait cet effort d'interprétation, mais malheureusement en Europe, on a mis en place à la tête des mosquées et des grandes associations musulmanes, essentiellement des gens qui sont liés à l'Arabie Saoudite, aux frères musulmans, au Pakistan, à la Turquie d'Erdogan, au Maroc, c'est-à-dire à des pays qui n'ont jamais fait ce travail de réforme ou à des instances qui combattent la réforme. Et à mon avis, tout le vrai problème est là. Donc, ce n'est pas le musulman ou l'islam qui pose un problème, c'est la façon dont nous, on a donné un pouvoir de représentation officielle de l'islam et des musulmans à des gens qui sont de véritables obstacles à l'islam des Lumières, c'est-à-dire ceux qui ont une vision politique de l'islam, ou les islamistes radicaux, ou tout simplement des pays d'origine qui adhèrent à une vision très rétrograde de la religion et qui combattent toute forme de laïcité. Alors, Monsieur Autravers, Éric Zemmour parle souvent d'une guerre des civilisations en référence justement à la thèse de Samuel Huntington. Pour vous, sommes-nous déjà dans cette situation, guerre des cultures, des religions? Bon, on sait que Samuel Huntington a écrit un livre qui est paru au bon moment, à une époque où la politique étrangère américaine s'est saisie de cela et à une époque où aussi certains groupes d'intérêt en Europe s'intéressaient à ces questions-là parce qu'il y a certains aspects de sa thèse qui ont intéressé tantôt les uns, tantôt les autres. Alors aujourd'hui, on sait que il y a beaucoup d'erreurs dans cette thèse. Je pense garder un point de cette thèse de Samuel Huntington, c'est que vous avez différents pôles ou différentes puissances et les frictions entre ces différentes puissances, elles vont se réaliser à peu près toujours dans cette intersection ou ce point milieu entre les centres de gravité des différentes cultures, des différentes puissances, des différents États. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est intéressant lorsqu'on a entendu pendant 20 ou 30 ans parler de l'effet
important ou intéressant de stabilisation que pouvait représenter l'Union européenne en direction de l'Est et puis en direction du Sud. Alors aujourd'hui, la thèse de Samuel Huntington est assez intéressante parce que quelque part, cette vision de l'Union européenne qui est appelée à s'étendre pour finalement stabiliser des régions d'Europe centrale et ensuite d'Europe orientale, et puis du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce chapitre-là au sein de l'Union européenne et on ne voit pas très bien comment l'Union européenne engloberait la Turquie, qui d'ailleurs est une omission. Je ne sais pas si Samuel Huntington l'a fait par exprès, mais enfin, il ne considère pas qu'il y a une culture turque. Enfin, c'est inconnu dans son texte. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je dirais que aujourd'hui, on peut raisonnablement être critique face à cette thèse. Il y a certaines idées là-dedans qui sont par contre intéressantes, notamment cette notion de marge civilisationnelle, d'extrémité des civilisations, là où finalement les différentes civilisations ont un contact entre elles. Maintenant, ne faisons pas une interprétation littérale de Samuel Huntington, parce que là où les cultures se rapprochent et là où les frictions se passent, ce n'est plus seulement aujourd'hui aux frontières de l'Europe, aux frontières sud ou nord des États-Unis d'Amérique ou dans l'Himalaya ou je ne sais où. Aujourd'hui, ces lieux de frontières, ces lieux de friction, de contact, ces lieux véritablement tectoniques, eh bien, ce sont les villes, ce sont les grandes villes. C'est pas uniquement les extrémités septentrionales ou orientales ou méridionales de l'Union européenne. Ce sont les grandes cités, ce sont les grandes villes. C'est là que se déroule aujourd'hui le vrai choc des civilisations. D'accord, merci Monsieur Vautravers. Mais est-ce que actuellement l'Orient est en train entre guillemets d'établir un nouveau rapport de force entre civilisations, Monsieur Delval par exemple? Oui, alors tout d'abord, je souscris totalement à ce qui a été dit, bien qu'ayant moi-même été qualifié d'huntingtonien. Je suis d'accord qu'on peut adresser ces critiques au paradigme civilisationnel d'Huntington, mais moi qui l'enseigne parmi d'autres qui pensent le contraire d'ailleurs, hein, à mes élèves en géopolitique, pour l'avoir relu tant de fois, ce livre de 96, et cet article qu'il avait écrit 2 ans plus tôt dans la revue Foreign Affairs en 1994, eh bien j'ai remarqué que Huntington, malheureusement, il a eu quelques excès et quelques systématismes, mais il est moins huntingtonien que ce qu'on a dit de lui, en fait. Il est le Huntington qui a été tellement diabolisé, le savez-vous, que les Nations Unies ont créé un dialogue des civilisations composé de sages, juste pour critiquer la thèse d'Huntington, parce qu'elle annonçait quelque chose qui dérangeait, le retour de l'aspect culturel, religieux, civilisationnel dans la politique mondiale. Et cette idée avait été combattue autant par le communisme qui ne reconnaît même pas la religion et Dieu, que par ce qui avait été célébré par Francis Fukuyama dans les mêmes années après la fin de la guerre froide. Hein, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus de lutte puisqu'on est tous dans la consommation, la liberté et l'extraordinaire monde démocratico-libéral, etc. Et donc cette thèse très intéressante, mais elle aussi systématique, de même que la thèse du troisième qu'on met au même niveau, Brzezinski, le grand échiquier, lui, avec le cynisme de l'Empire face aux puissances anti-hégémoniques. Ces 3 thèses ont des limites, peuvent être critiquées. Mais à mon avis, les 3 sont intéressantes. Et celle d'Huntington est très intéressante, pas dans son côté systématique, qu'on a plus fait de lui que lui-même d'ailleurs, mais parce qu'il annonçait d'ailleurs les frictions à l'intérieur des pays, hein, contrairement à ce qu'on a dit, il oppose pas forcément Occident à Islam. Il dit que dans le monde musulman, il y a des pays tiraillés, et qui peut dire que sa thèse a vieilli quand on relit son idée de la Turquie, pays tiraillé qui à un moment ou un autre aura un problème entre les kémalistes d'un côté et les islamistes qui veulent que la Turquie recouvre son projet civilisationnel néo-ottoman. Ce qu'il dit sur la Turquie est absolument actuel, enfin, c'est extraordinairement actuel. Ce qu'il a dit dans les Balkans,
aussi qu'à l'intérieur de la Bosnie, on ne pourra jamais s'entendre malheureusement entre des gens qui se réfèrent à la civilisation islamique, les Bosniaques musulmans, les Serbes qui se réfèrent à la Serbie, à la Russie, et les catholiques qui sont plutôt vers l'Allemagne, l'Autriche, le Vatican, etc. Alors, il n'a pas dit qu'il y aura toujours des crimes atroces, mais il a dit qu'on ne peut pas nier qu'il est difficile de faire vivre ensemble des gens dont les fondements civilisationnels ont été niés. Et c'est la grande erreur des Américains que de vouloir faire vivre dans le même endroit. Alors au Kosovo, on nous a fait croire que les Serbes seraient protégés au Kosovo une fois que les Albanais les rendus indépendants. Ben, ils ont tous été pratiquement tous évincés, éradiqués, beaucoup ont été tués. Et le reste des Serbes de Mitrovica a la plus grande difficulté à vivre en paix. Ils sont harcelés. Il faut savoir, moi j'ai rencontré des militaires qui ont été protégés des Serbes au Kosovo. C'est pas du tout ce que nous avaient promis les Américains. Et pareil pour la Bosnie. En Bosnie, s'il n'y avait pas des forces internationales et une très grande surveillance et des aides financières de l'Union européenne, ils continueraient à se battre parce que on a fait un pays qui ne peut pas fonctionner. Les Croates, les Bosniaques et les Serbes de la Republika Srpska ne veulent pas cohabiter. Ça ne marche pas. Donc, Huntington n'est pas quand même tout à fait dépassé. Là où je pense qu'il a exagéré, c'est moins sur les Balkans où la lutte entre le monde musulman et l'Occident, ou plutôt entre la réislamisation du monde musulman et une partie de l'Occident et du reste du monde. D'ailleurs, il dit qu'il y a un problème aussi énorme avec l'hindouisme, ce qui n'est pas faux. En Inde, les heurts entre hindouistes et musulmans, c'est pas qu'on les souhaite, hein, mais ils sont absolument sanglants. C'est absolument terrible. La Chine aussi, avec le monde musulman, a un gros problème. Aujourd'hui, on le voit. Et on justifie ni l'un ni l'autre. Hein. Mais là où il s'est peut-être trompé, à mon avis, c'est l'Amérique. Son dernier livre, Who We Are, Qui sommes-nous? Il annonce que le plus grave danger pour les États-Unis, ce serait d'être en gros mexicanisé, latinisé, alors que personnellement, moi je crois que, contrairement à ce qu'il a fait, je crois qu'un latino-américain qui s'embourgeoise, un peu comme on le voit avec les bourgeois mexicains ou cubains anticommunistes qui votent totalement pour Trump, pas tous, mais les Cubains anticommunistes votent tous pour la droite américaine, et les Mexicains embourgeoisés qui sont pas trop indiens, qui viennent pas des montagnes, mais qui sont un peu d'origine européenne ou mix européen, ben ceux-là, ça devient des parfaits WASP catholiques, mais ça devient des Américains très pro-américains. Et la grande surprise des élections, c'est que beaucoup d'Hispaniques, beaucoup plus que l'on croit, ont voté carrément pour Trump. Et ils ne sont pas sombrés dans ce que Huntington avait annoncé, que pour Huntington, un latino-américain catholique ne deviendrait jamais un patriote américain. Je pense que dans l'avenir, on peut avoir des surprises. Voilà, donc effectivement, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de toute façon de tous ces penseurs. Le monde change en permanence, mais il est important, si on veut gagner la guerre contre l'islamisme radical, il est important de retenir au moins quelque chose que nous a appris, non pas Huntington, mais la personne que Huntington cite en permanence dans ses écrits universitaires déjà anciens, c'est Fernand Braudel. Fernand Braudel, dans la grammaire des civilisations, est plus subtil qu'Huntington parce qu'il intègre dans la civilisation aussi des paramètres économiques, géographiques, climatiques. Il intègre énormément de choses. Si on considère la civilisation comme cela, donc pas uniquement une religion, une race ou une langue dont on serait de manière déterministe esclave, conditionné, bien entendu, ça c'est pas satisfaisant. Si on voit la civilisation comme l'entendait Braudel, auquel se réfère Huntington, eh bien, il faut, à mon avis, il est impératif de réintroduire dans les relations internationales le paramètre civilisationnel. Pourquoi? J'avais montré un exemple dans ma thèse de doctorat. Eh bien, c'est le calcul des Américains visant à aider de manière absolument massive pendant la guerre froide les pires mouvements islamistes, et pas uniquement en Afghanistan. On a beaucoup d'indices sur une aide américaine à des mouvements islamistes aussi dans le monde arabe, en Libye, en Algérie, en Égypte, au Pakistan, en Asie centrale, en Europe de l'Est. Et cette stratégie qui était très cynique, que la CIA pensait être une stratégie contrôlable,
on aide des gens qui sont en gros des conservateurs contre des affreux athées communistes pro-russes ou autres, ou associés, ou des dictateurs arabes pro-russes, etc., ou soviétisants, comme Bachar al-Assad, ou plutôt son père, etc. Et ça va bien se passer. Ils ont sous-estimé le retour du bâton. Quand vous jouez avec un phénomène comme l'islamisme radical, ce n'est pas neutre. Après, quand vous les occupez en Arabie Saoudite ou au Koweït pour aller pourtant les délivrer d'un affreux laïc totalitaire comme Saddam Hussein, eh bien bizarrement, les Américains n'avaient pas prévu que les islamistes, qu'ils pensaient être éternellement leurs amis, puisqu'ils les avaient aidés, qu'ils leur seraient reconnaissants, ben ils se disaient ça va bien se passer. Ben non, ça s'est très mal passé. Les islamistes, les mêmes qui avaient été aidés par les Américains contre les communistes, se sont retournés contre les Américains. Ça a produit Al-Qaïda, qui est né avant la première guerre du Golfe, mais ça a beaucoup motivé des anciens pro-américains islamistes à devenir anti-américains. Les Américains avaient sous-estimé le fait que dans l'islam, il n'y a rien de pire que d'être occupé par une puissance non musulmane, même si c'est les Américains qui nous ont aidés à nous débarrasser des Russes en Afghanistan. Donc, le paramètre civilisationnel n'est pas le seul. L'erreur des Octintoniens, c'est de dire que tout est culturel de manière déterministe. Mais quand on a négligé ce paramètre, on peut avoir des graves conséquences. Dernier exemple rapide, on a voulu dans les années 70 privilégier une immigration majoritairement africaine, islamique, turco-arabe, islamiste et africaine, au détriment d'une immigration qui aurait pu être asiatique, latino-américaine ou tout simplement intra-européenne. Il y a plein d'Européens d'Ukraine, de Russie, et qui rêveraient aussi de venir travailler en Europe, à tel point que Johnson a fait tout son beurre sur la lutte contre l'immigration polonaise. Et pas contre l'immigration pakistanaise, hein, ça faut le savoir quand même. Le Brexit, c'était l'immigration blanche qui dérangeait. Ça prouve qu'on peut trouver des migrants. On pourrait faire une immigration en fonction de paramètres civilisationnels qui ne posent pas les mêmes problèmes à long terme. Et ça, c'est pas du déterminisme. C'est clair que dans nos banlieues, si nous avions des fils de Polonais et des fils de Russes et d'Ukrainiens et de Biélorusses et de Serbes, et même d'hindouistes du Sri Lanka, d'Inde ou d'ailleurs, ou de bouddhistes du Vietnam, il n'y aurait pas les mêmes conséquences et il n'y aurait pas ce même terreau d'islamisme radical, bien évidemment. Et là, l'erreur de nos dirigeants, c'est d'avoir totalement négligé ce que le grand démographe Alfred Sauvy avait pourtant dit quand il y a eu un premier débat dans les années 60 sur l'immigration. L'inventeur du terme tiers-monde, le grand démographe Alfred Sauvy, avait dit, et ce n'était pas un culturaliste, mais comme Lévi-Strauss, qui aussi avait eu des propos très, très fermes sur l'islam et l'islamisme, il avait dit attention, vous ne pourrez pas ne pas avoir de conséquences difficilement contrôlables si une immigration massive se fait à partir de pays musulmans et arabo-africains ou turcs et musulmans, parce que il y a des incompatibilités civilisationnelles et à partir d'une masse critique, vous ne pourrez plus intégrer. À l'époque, Alfred Sauvy avait été, on l'avait écouté et il avait été vaincu. Hein. Patrick Weil, le grand analyste du Parti socialiste de l'immigration, dans son livre « La France et ses étrangers », raconte qu'il y a eu un débat et c'est les partisans d'Alfred Sauvy qui ont perdu. On a décidé à partir de cette époque, c'était le début du politiquement correct, qu'il ne fallait pas contrôler l'immigration ni la choisir. Il fallait prendre des gens de n'importe où et absolument pas faire de critères culturels ou géographiques. Eh bien, on voit les conséquences pour l'Europe. Alexandre Vautravers, vous voulez rajouter ? Oui, alors bon, si on parle d'Alfred Sauvy, ça tombe bien parce que j'allais justement évoquer son nom parce qu'on peut pas parler d'immigration en France et en Europe et d'immigration d'Afrique du Nord sans évoquer son nom. Alors il faut quand même savoir deux choses, c'est que premièrement, Alfred Sauvy a débuté sa carrière en 1941, donc à Vichy. Il faut quand même juste replacer ça dans le contexte. Et Alfred Sauvy, dans les années 1960, est arrivé à la conclusion que les politiques natalistes en France ne fonctionnaient pas, elles ne fonctionneraient pas. Et donc, il fallait trouver de la main-d'œuvre, il fallait trouver une population et une croissance de population là où on pouvait le faire. Et Alfred Sauvy a totalement assumé, si j'ose dire, la quantité contre la qualité. C'est-à-dire, il faut aller chercher, en direction du sud, de manière à pouvoir remplir et faire fonctionner les usines
et ne pas finalement aller choisir cette immigration comme Alexandre Delval l'a évoqué tout à l'heure. Alors, bien sûr, la grande limite et la grande catastrophe de cette doctrine d'Alfred Sauvy, qui est restée en poste pendant plusieurs décennies en France, la grande catastrophe, c'est le début des années 1970, quand on considère qu'il faut désormais que cette main-d'œuvre mobile ne soit plus uniquement présente de manière saisonnière, mais on va parler de regroupement familial. Et en fait, les problématiques de l'immigration telles qu'on les connaît aujourd'hui, ils datent des années 1970. Avant, vous n'aviez pas de problème d'intégration, puisqu'il était absolument clair que les gens que vous alliez faire venir de droite ou de gauche, eh bien, n'allaient absolument pas s'intégrer. Ils venaient pour faire un travail, pour exécuter un travail. Ils devaient se conformer aux règles du pays. Et dans les années 1970, les cartes ont été brouillées. Et quelque part, c'est de là qu'est née la situation actuelle, qui est effectivement très trouble, très peu claire. Et je peux même vous dire qu'elle est, de manière très ironique, la solution à ce problème de l'immigration. Fernand Braudel le dit très bien. Eh bien, vous attendez la prochaine vague d'immigration. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de problème. Donc, Alexandre Delval a parlé de certaines vagues anciennes d'immigration qui maintenant votent Front National en France. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait normal d'ailleurs, puisque c'est finalement cette couche d'immigration récente qui va se sentir la plus menacée par la nouvelle couche ascendante ou migrantes. Donc effectivement, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement connus. Et paradoxalement, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est d'orienter l'immigration vers d'autres cercles. Et c'est quelque chose qui n'est pas inenvisageable et qui n'est pas déraisonnable. Je prends même un exemple qui est le Canada. Le Canada oriente maintenant de manière très déterministe l'approvisionnement en termes de main-d'œuvre et d'immigration, puisque leur problématique numéro 1 aujourd'hui, c'est l'immigration chinoise qui est en train de véritablement prendre le contrôle des villes de l'Est du Canada. Et donc, il faut absolument encourager l'immigration d'Europe et l'immigration d'Afrique du Nord pour pouvoir contrebalancer cette influence chinoise. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas limité à une région du monde et vous avez en fait les mêmes problématiques qui se posent un petit peu partout aujourd'hui. Merci Monsieur Vautravers. Alors c'est vrai que dans plusieurs pays, on voit l'ascension du fondamentalisme, en particulier chez les jeunes et également dans plusieurs pays. Ce qui m'amène à venir de parler sur la stratégie de l'intimidation, qui est d'ailleurs le titre de l'un de vos derniers livres, qu'on a parlé, on a juste parlé tout à l'heure de la stratégie de l'intimidation. Et d'ailleurs, il y avait une phrase derrière votre livre, j'avais vu en préparant la conférence, c'est marqué que plus l'on tue au nom d'Allah, plus l'Occident combat l'islamophobie et plus on parle en bien de l'islam pour ne pas faire l'amalgame. Tel est le paradoxe de l'islamiquement correct. Alors, Alexandre Delval, je vous donne la parole. Les coupeurs de langue sont les fondamentalistes, comme vous les appelez vous-même, c'est-à-dire les intégristes qui ont une lecture littérale et fondamentale d'un texte religieux qui serait source de tout. Mais ceux-là ne pratiquent pas la violence, ils estiment qu'on a plus de résultats par la subversion, l'entrisme, ce qu'on appelle aussi le djihad du verbe, le droit au mensonge, la dissimulation. J'ai tout un chapitre, d'ailleurs, j'ai retrouvé des pans entiers de la charia qui donnent toutes les raisons pour lesquelles on peut mentir, dissimuler, prendre par surprise, faire des faux pactes, ce qu'ils appellent surtout la rise de guerre. Beaucoup ont parlé de taqiyya, mais c'est un terme qu'on trouve dans le Coran, mais qui est surtout utilisé en contexte chiite et druze. Par contre, ce que utilisent beaucoup les islamistes sunnites, et même la tradition sunnite jurisprudentielle, c'est plutôt la notion de ruse de guerre. Et parfois, nous, on dit dissimulation. Donc voilà, ça, c'est les coupeurs de langue. Pourquoi coupeurs de langue? Je l'ai repris d'un ami égyptien, Magdi Allam, converti au christianisme, qui est devenu un député italien et très connu en Italie. Il était directeur du Corriere della Sera, directeur adjoint. Il est devenu député européen. Il a écrit beaucoup de livres et c'est lui qui avait utilisé l'expression talia lingue,
Ceux qui vous coupent la langue, c'est ceux qui vous font taire en utilisant l'antiracisme, les procès d'intention, l'accusation de diffamer, etc., pour vous faire plier, vous intimider psychologiquement et même juridiquement. Certains ont parlé de djihad by courts, hein, les djihad par les procès. Et donc ça, c'est les coupeurs de langue. Ensuite, les coupeurs de tête ne sont qu'une toute petite partie de l'islamisme radical. Et ça, j'insiste sur ce point parce que on ne pourra jamais en venir à bout de l'idéologie islamiste sans voir que le djihadisme n'est qu'une toute petite partie. Et pourquoi les deux sont liés? Il y a un lien idéologique, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. La doctrine d'origine est la même, ou plutôt l'école juridique de référence est la même école juridique la plus radicale qu'on appelle le hanbalisme, source du wahhabisme, du salafisme et des frères musulmans. Donc ça, c'est très très important. Mais il y a une interaction. Un islamiste modéré, entre guillemets, coupeur de langue, comme l'imam dont j'ai parlé, qui a fait la vidéo contre le professeur, peut motiver un djihadiste. Les deux pensent la même chose, sauf qu'un veut utiliser la violence, l'autre veut le lyncher juridiquement, il voulait sa démission, qu'on lui fasse peur, qu'il puisse plus aller au lycée, qu'il soit démis de la fonction publique. Il y en a un qui voulait le lyncher juridiquement et psychologiquement et socialement, mais il voulait quand même le détruire. Hein. Il a dit il faut que cet homme ne puisse plus enseigner. Et l'autre qui dit non, il faut qu'il puisse plus vivre du tout. Mais les deux voulaient l'exclure en tant que une ordure. D'ailleurs, l'imam, qui lui était que coupeur de langue, avait quand même parlé d'ordure, de voyous et d'ordure. Donc, la différence n'est pas une différence de nature, là. Hein. Les deux veulent le détruire, mais l'un physiquement, l'autre socialement. Mais aussi, il y a une interaction. Quand il y a un attentat terroriste, c'est formidable pour les frères musulmans, parce qu'ils vont dire, c'est scandaleux. Regardez, il y a un attentat d'un déséquilibré et souvent ils ont fumé du shit. Effectivement, très souvent, c'est des gens qui sont des paumés, qui ont utilisé de la drogue, vendu ou consommé de la drogue. Donc les frères musulmans disent, regardez, un voyou qui ne connaît rien à l'islam, c'est pas faux d'ailleurs souvent, a commis un attentat et toutes les télévisions stigmatisent l'islamisme alors qu'on devrait dire un cinglé, un fou, un repris de justice, un drogué a tué quelqu'un d'innocent. Et donc, ça permet aux frères musulmans, non pas de délégitimer ce qui, dans la charia, permet la violence, travail logique que l'on devrait faire après chaque attentat islamiste, on devrait interpeller les lois et les traditions toujours enseignées dans nos mosquées, car on l'enseigne dans nos mosquées, qui permettent de justifier la mort des mécréants, des apostats, des blasphémateurs. Eh bien, une occasion de revisiter les textes problématiques de la loi islamique devient une occasion de se plaindre et d'accuser en fait les mécréants de stigmatiser les musulmans. Vous voyez l'interaction. Donc, le djihadiste trouve le frère musulman trop modéré, donc il passe à l'acte, mais le frère musulman dit, finalement, lui, il m'arrange, parce que plus il y a des djihadistes, plus moi, le frère musulman, par pur contraste, j'ai l'air modéré. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les méchants, c'était les frères musulmans. Quelques années plus tard, après 2001, les frères musulmans étaient intégrés par Sarkozy en 2004-2005 dans le Conseil français du culte musulman. J'en avais parlé avec Sarkozy et lui, il pensait que les frères musulmans étaient des fondamentalistes, mais comme c'était des fondamentalistes qui étaient beaucoup moins extrêmes que les djihadistes et qui avaient condamné le 11 septembre et le djihadisme, finalement, on pouvait les utiliser. En gros, c'est comme si on utilisait un fasciste pour neutraliser un nazi, ou un nazi modéré pour neutraliser un nazi un peu trop armé. On voit bien qu'on est en plein délire. Ouais. C'est ça qui s'est passé. J'en avais parlé avec un haut fonctionnaire du renseignement anglais quand j'étais tout jeune fonctionnaire. On était à Londres, échange entre, à l'époque j'étais fonctionnaire, et ce monsieur des services anglais, qui était presque à la retraite, s'est vanté pendant 1 heure que dans son pays, il n'y aurait jamais d'attentat terroriste parce que le terrorisme ne serait que la réaction des djihadistes acculés parce qu'on interdit les mouvances islamistes modérées, les coupeurs de langue. Et sa thèse, c'était comme on a accueilli tous les salafistes, tous les frères musulmans, tous les indo-pakistanais les plus radicaux, mais ils peuvent prêcher librement chez nous, eh bien ils ne seront pas violents puisqu'ils ne sont violents que lorsque des dictateurs comme Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, Saddam Hussein les persécutent ou quand les États mécréants ne laissent pas ces gens s'exprimer librement. 7 ans plus tard,
après notre rencontre, il y a eu l'attentat de Londres, 51 morts, et suivi de plein de petits attentats low cost régulièrement commis, attaques au couteau, autres attentats, souvent par des citoyens anglais qui ont tout eu pour vivre normalement, mais qui remercient leur pays d'accueil avec des attentats islamistes. Le dernier en date était le fils d'un djihadiste ancien d'Al-Qaïda libyen qui a été réfugié politique en Angleterre parce qu'il luttait contre la dictature de Kadhafi. Et là aussi, erreur des services anglais, on se dit, un type issu d'une famille d'islamistes qui a combattu Kadhafi, il ne peut que nous aimer. Nous, les Anglais, on était en première ligne pour cette guerre de Sarkozy et d'Obama contre M. Kadhafi. Non, son fils a décidé de remercier le pays d'accueil en commettant un attentat. Vous voyez ? Donc, on voit bien que la partie idéologique est fondamentale, et nous faire croire qu'il y aurait une différence entre les coupeurs de langue et les coupeurs de tête est la plus grande escroquerie analytique à laquelle on assiste depuis longtemps. Et j'insiste et je répète, on ne peut pas lutter contre les coupeurs de tête, les djihadistes, si on ne tarit pas au moins l'une de leurs sources, ce n'est pas la seule, mais la source idéologique, parce que, en fait, les deux disent la même chose. Kardawi, la référence suprême des frères musulmans aujourd'hui en Europe, il n'est pas mort, il a 86 ans, il est au Qatar, et c'est lui qui a créé toutes les institutions. Après votre Saïd Ramadan, hein, le fils du créateur, le beau-fils du créateur des frères musulmans, qui a créé les premières organisations des frères en Suisse, l'homme qui a le plus compté dans la mouvance des frères en Europe, ça a été Kardawi, frère musulman historique. Eh bien, lui-même, dans ses livres, à usage du grand public, en vente sur Amazon et à la FNAC, il explique qu'un musulman doit tuer un mécréant apostat ou un mécréant blasphémateur. C'est écrit en toutes lettres. Il a fait des fatwas aussi pour tuer les juifs en disant que même s'ils se cachent, la nature parlera pour dire où ils sont pour que le musulman puisse les tuer. Il a expliqué aussi les différentes façons dont on devait tuer un homosexuel. Est-ce qu'on le pend? Est-ce qu'on le jette d'une falaise ou alors du haut d'un ravin? Tout cela est vérifiable. Et c'est l'islamisme respectable des frères musulmans. Mais quelle est la différence avec le djihadisme? D'ailleurs, les frères musulmans ne sont pas contre le djihadisme. Ils sont contre le djihadisme là où ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire là où le mécréant est assez naïf pour le laisser progresser légalement. Voilà. Et enfin, j'en ai terminé. Je voulais juste dire que j'ai entendu ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure et merci pour les précisions concernant Alfred Sauvy, mais il y avait beaucoup de fonctionnaires à Vichy qui n'ont pas forcément eu un acte de collaboration active dans ce qu'il y avait de pire dans Vichy, et Mitterrand a été beaucoup plus loin dans la collaboration à Vichy. Donc je suis d'accord avec ce qui a été dit, et tu as bien fait de le préciser, mais Sauvy, on ne lui connaît aucun acte horrible de collaboration dans le cadre de tout ce qui est racisme ou déportation de juifs, etc. Mais tu as bien fait de préciser qu'il était fonctionnaire de Vichy. C'est vrai, je ne l'avais pas dit parce que c'est quelque chose on lui a pardonné, en fait, même l'Institut national d'études démographiques qu'il a créé ne l'a jamais ennuyé avec ça parce qu'il a pas du tout collaboré au sens idéologique avec les tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Je veux pas. Mais merci d'avoir précisé, oui. Tout à fait d'accord. Sauvy, c'est l'archétype du technocrate. Ah oui, alors là, oui, bien sûr, oui. C'est l'archétype, mais, et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de sa vie, enfin, c'était pas la fin de sa vie, mais dans les années 60-70, c'est le socialiste Patrick Weil qui raconte dans La France et ses étrangers que, alors peut-être qu'il est revenu, hein, je savais pas ce que tu m'as dit, qu'au début, il était pour aller piocher sans discrimination dans le Sud. Je l'ai appris, merci de l'avoir dit, mais en tout cas, quand il y a eu ce débat dans les années 70 dont parle Patrick Weil, eh bien, il disait attention à une immigration qui serait trop massivement que afro-islamique. Mais merci en tout cas de tes précisions. Alors, pour passer justement aux groupes terroristes dans le monde, on a vu dernièrement qu'il y a eu l'enlèvement d'une centaine de lycéens le 12 décembre dernier à Kankara au Nigeria par Boko Haram. On voit qu'en Afrique, il y a vraiment cette mouvance un petit peu islamiste, comme par exemple dans le Sahel, ACMI, qui offre de l'aide aux habitants dans certains villages, mais pour autant, par contre, que les habitants se reconvertissent à l'islam. Je peux répondre en un mot, c'est de dire qu'il y a effectivement deux phénomènes très importants.
et qui sont d'une part l'échec de l'État islamique, c'est-à-dire l'échec d'une création territoriale et d'un État qui a fait extrêmement peur à de nombreux pays. Ça aurait véritablement révolutionné l'ordre établi, et donc il y a eu vraiment une coalition très très importante pour lutter contre l'État islamique. Et puis le deuxième phénomène, mais qui n'est pas récent, c'est un déplacement de l'islamisme vers l'Asie. On pourrait dire de manière très très simple et rapide que tout, que ce soit l'économie mondiale, la culture où j'en passe, se déplace en direction de l'Asie et en direction de la Chine. Enfin, c'est une vérité aussi. Dernière chose que je peux préciser, mais vraiment que j'ai appris d'Alexandre Delval dans un ouvrage, le premier ouvrage que j'ai lu de lui en 1994, et puis la deuxième chose qui est importante ici de dire, c'est que l'islamisme se développe parce qu'il y a une compétition, parce qu'il y a une concurrence. Et comme l'a dit très très justement Alexandre Delval, c'est pas une question d'avoir les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il faut se rendre compte que dans une mouvance ou dans un groupe, il y a certains parmi ce groupe qui vont se radicaliser d'autant plus qu'il y a une compétition de leur propre parti, dans leur propre camp. Et c'est quelque chose, donc je crois qu'il faut se rendre compte, on n'est pas dans une situation, on n'est pas en train de jouer aux échecs avec un côté contre l'autre côté. Malheureusement, le jeu d'échecs est beaucoup plus compliqué que cela. Et si on veut avoir une chance contre l'islamisme, il faut décortiquer. Je ne suis pas un spécialiste et c'est pas mon rôle, mais il faut vraiment aller dans le détail de ces différents groupes, de ces différentes mouvances. Quelque part, il faut aussi jouer avec les faiblesses, jouer sur les faiblesses de la partie adverse et faire en sorte que cette concurrence qui existe entre ces différents mouvements n'amène pas forcément une radicalisation supplémentaire et des actes barbares, mais que finalement, il puisse y avoir, pourquoi pas, des frictions, une faiblesse généralisée de ces mouvements, un ralentissement de l'islamisation et de l'islamisme, de manière à pouvoir mieux contrôler ce phénomène et apaiser la situation. Alors c'est intéressant parce que c'est ce que fait, je ne suis pas là pour faire l'éloge d'El-Sisi, mais le président égyptien joue beaucoup là-dessus, puisque pour lutter contre les frères musulmans et les salafistes djihadistes, qui sont deux choses différentes, je précise que je suis conscient que c'est tout à fait différent. Je ne mets pas dans le même sac des gens qui ont un parti politique et qui ont eu un président élu, les frères musulmans du PJL égyptien, avec leur président déchu et mort, Morsi, et d'un autre côté, les djihadistes. Mais ce sont les deux problèmes d'El-Sisi, l'islamisme politique subversif et de l'autre côté, les djihadistes. Et pour lutter contre eux, il a trouvé des salafistes, mais des salafistes d'un mouvement salafiste particulier qui dit on est très intégriste, mais on n'emmerde personne. On est dans notre coin, un peu comme les témoins de Jéhovah. On vit comme au 8e siècle et on se met une brosse à dents en bambou si on veut, mais par contre, on n'exige rien dans l'espace public et on renonce à toute violence. Et notre intégrisme, on le vit un peu comme certains mouvements Fethullah Gülen en Turquie ou d'autres, on le vit à la maison et on est en totale loyauté avec les instances, même si elles sont laïques. Effectivement, c'est pas bête. Moi, je pense que c'est assez habile. Et en Turquie, par exemple, si j'étais à la tête de ce pays et que je prenais la succession d'Erdogan et je voulais déradicaliser ce pays, je mettrais en avant Fethullah Gülen. Le mouvement de Fethullah Gülen, c'est des islamistes, mais un peu comme l'Opus Dei dans le monde catholique, très traditionnel, mais respectueux de l'ordre en place, très loyaliste, absolument pas violent. Et ils apprennent même à leur sujet de ne surtout pas rien revendiquer. Si on veut prier à telle heure, on le fait dans sa tête s'il faut. Mais on se met pas devant tout le monde en train de mettre des tapis par terre en salle de travail. Vous voyez, on peut être intelligent. Et donc effectivement, moi je suis d'accord. Il y a une grande diversité à l'intérieur des mouvements islamistes. Et il n'est pas interdit d'être habile et effectivement d'utiliser les uns contre les autres. Par contre, moi je pense quand même que ceci est très valable dans les pays musulmans où de toute façon il faut
il y a une population qui est très majoritairement musulmane et avec une demande d'islam. Dans nos pays, je pense que quand même, surtout ce qu'il faudrait, la priorité, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus avec Alexandre, c'est déjà appliquer la loi en place. Et tu as très bien dit aussi qu'on avait plein d'instruments tout à fait efficaces. Moi, je pense que c'est peut-être ma conclusion pour ce débat, c'est que le problème de l'Occident, à mon avis, c'est pas l'islamisme. C'est pas non plus la concurrence chinoise. Regardez ces deux problèmes très différents que sont l'islamisme anti-occidental et la Chine qui est en train de tout prendre. Dans les deux cas, ces deux menaces, l'une économico-politique et l'autre intégriste et sécuritaire, n'auraient pas été possibles sur notre sol si, premièrement, face à l'islamisme, nous avions été plus lucides et plus vigilants. Et c'est pas uniquement migratoire, hein, c'est aussi réussir l'intégration en mettant des imams vertueux, intelligents, respectueux, plutôt que de laisser nos musulmans, c'est une trahison envers eux, nos compatriotes musulmans, les avoir laissés aux mains des intégristes, c'est une trahison envers nos valeurs et envers eux. Donc, on aurait pu gérer beaucoup mieux tout cela, et si on avait appliqué la loi de manière intransigeante, on aurait pu éviter un certain nombre de problèmes. Ce qui nous manque, en fait, c'est ce que Max Weber appelle l'éthique de responsabilité. Elle n'a pas été... Regardez, un exemple, c'est facile, vous me direz après, mais quand monsieur Giscard d'Estaing reçoit une demande instante de la part du chef des services secrets extérieurs français, le SDEC, Alexandre de Maranche, qui lui dit « Il faut surtout pas que Khomeini puisse faire sa propagande de Paris et retourner un jour en Iran, ça va être dramatique pour notre allié iranien, le Shah d'Iran. » Ben, Giscard a voulu quand même que le Shah puisse tranquillement, au nom de la liberté, Carter aussi lui avait demandé, puisse retourner en Iran. Si on avait écouté le chef des services secrets français, l'avion n'atterrissait pas à Téhéran et la face du monde serait différente aujourd'hui. Ça, c'est l'éthique de responsabilité. Nos hommes politiques doivent penser aux conséquences de leurs actes. Quand on a un fou furieux en banlieue de Paris, qui enregistre pendant des mois des cassettes où il dit tout ce qu'il va faire. Ce qu'a très bien dit Alexandre au travers tout à l'heure, hein, les coquins, les dictateurs, que ça soit soviétique ou nazi, ils annoncent la couleur en général. Et on a des pré-collabos, ce que j'appelle les pré-collabos, c'est avant la collaboration, ceux qui les laissent faire, eh bien, qui ne veulent pas les écouter, ils ne les croient pas. Le tyran vous avertit qu'il va vous bouffer tout cru, mais on le laisse, au nom de la démocratie, on le laisse s'exprimer, et il y a des adeptes de la politique de l'apaisement, hein, qui vont dire, mais non, il va se calmer. On va donner, comme disait Churchill, des beefsteaks aux crocodiles, et on va l'apaiser. Donc ça aussi, c'est l'éthique de responsabilité qui a manqué. Donc l'exemple de Khomeini, l'exemple des frères musulmans, votre État, la Suisse, a laissé venir un fou furieux, Saïd Ramadan, dont je parle dans mon livre. Moi, j'ai retrouvé des textes pour ce livre que dénonçaient d'ailleurs des fonctionnaires suisses, hein, du renseignement. On les a pas écoutés parce que les politiques de gauche, d'un côté, mais aussi, c'est pas connu, je crois que Alexandre doit le savoir, aussi la CIA de l'autre côté, donc des forces tout à fait contraires, ce qui montre la complexité. La CIA d'un côté et des forces de gauche en Suisse de l'autre ont protégé de manière successive. Un auteur suisse l'a très bien raconté, son nom va me revenir, il a écrit beaucoup sur la vie de Saïd Ramadan. Saïd Ramadan, à plusieurs reprises, devait être expulsé de Suisse parce qu'on savait qu'il faisait des discours haineux, pro-terroristes, il a hébergé des terroristes, il a soutenu des mouvements radicaux, il a écrit dans une revue en Suisse, à partir de Suisse, une revue des frères musulmans, la haine envers les juifs, envers les mécréants, l'idée de conquérir le monde. En fait, il ne s'est même pas caché. Il a même créé des institutions avec des anciens nazis. Le banquier François Genoux, qui a financé une partie des activités de Saïd Ramadan. Tout cela était connu des services suisses. Mais d'un côté, la CIA, de l'autre côté, des politiques de gauche et d'extrême gauche suisse, au nom de l'antiracisme, etc., eh bien, on repêchait ce monsieur, Saïd Ramadan, qui aurait dû être expulsé. Et si Saïd Ramadan n'avait pas pu trouver refuge en Suisse, comme le voulaient les services de sécurité, eh bien, probablement, les frères musulmans n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Donc, si l'Europe avait su prévoir un peu plus et empêcher des fous furieux de venir chez nous. Le monsieur qui a fanatisé le djihadiste qui a tué le professeur Samuel Paty en France, c'est un Marocain que le Maroc lui-même a considéré comme un terroriste. Un autre exemple, en Suisse, un mouvement qui s'appelle Radio Islam a été créé par figurez-vous, un nazi islamiste, Ahmed Rami.
Ahmed Rami, pendant 20 ans, a délivré une propagande négationniste et islamiste en collaboration avec des anciens nazis convertis à l'islamisme. Cet homme, à 2 reprises, avait voulu faire un attentat contre le roi Hassan II du Maroc. Le type, il est terroriste, il a voulu tuer le roi du Maroc, il est islamiste et il est pro-nazi, et la Suède lui donne refuge pendant 20 ans. Et on a commencé à l'inquiéter que 20 ans plus tard. Pendant 20 ans, il a fait tout ce qu'il voulait en Suède. Et on pourrait prendre des exemples. Vous voyez, la Suisse, la France, moi je balais devant ma porte, l'Italie, tous les pays européens ont été d'une inconscience folle. Ils n'auraient jamais toléré de l'extrême droite. D'ailleurs, l'extrême droite est combattue et c'est très très mal vu d'être d'extrême droite dans tous les pays européens, tant mieux. Mais si l'Europe avait été cohérente, elle aurait combattu avec autant de vigilance un Saïd Ramadan ou un Ahmed Rami qui ont été plus loin que l'extrême droite populiste électorale, beaucoup plus loin. Marine Le Pen aujourd'hui va moins loin que les islamistes dans la haine envers les juifs, le complot judéo-maçonnique, la démonisation des plutocraties, comme disent les nazis. Comment se fait-il que l'on ait toléré de gens qui viennent du Sud une intolérance, une violence, un totalitarisme, un fanatisme que l'on ne tolère plus, tant mieux d'ailleurs, d'aucun parti politique chez nous. Il y a quand même une question à se poser. Là, on est dans une véritable pathologie. Et c'est pour ça que la grande philosophe et linguiste juive israélienne Rachel Israël a dit un jour, ce sera ma conclusion, on a toléré des Arabes et des musulmans le fascisme que l'on a combattu chez nous. C'est ça le vrai problème. On a toléré l'intolérance dès lors qu'elle s'exprimait au nom de l'exotisme. Bien. Merci Alexandre Delval. Monsieur Vautravers, vous voulez rajouter encore Oui, alors vraiment pour conclure, parce que je souscris et j'applaudis, ce que je peux dire, c'est que cette erreur d'appréciation ou ce fléau, il a un nom. Et il faut appeler les choses par leur nom, c'est le postmodernisme. Et dans nos sociétés occidentales, pourquoi a-t-on cette espèce de syndrome de l'autoflagellation? Pourquoi a-t-on cette espèce de myopie où finalement nos propres erreurs sont immédiatement mises en avant et nécessitent une excuse immédiate, mais exactement la même action issue d'une minorité ou issue d'un pays plus éloigné est considérée comme tout à fait normale, voire même appréciable, 2 poids, 2 mesures de manière absolument constante. Bon, ben ça, c'est cette problématique du postmodernisme que l'on vit en Europe de manière croissante depuis les années 80. Très bien, messieurs. Alors, merci beaucoup d'avoir été présents pour cette vidéoconférence sur le forum de la Venoge. Merci infiniment de votre disponibilité. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis à tout bientôt pour éventuellement une nouvelle conférence sur la sécurité globale. À votre disposition. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéoconférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Dans le cas où vous souhaiteriez soutenir le forum d'Avenoge, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.